Enfin, Marion. Coucou. Depuis le temps. Ah, j'y crois pas. On parle de cette interview canapé depuis longtemps. C'est vrai. Depuis cet été. Ouais. Et puis après, le temps a passé. Oui. Chacun de notre côté, on avait des trucs à faire. Après est venu ton TEDx. C'est Et vrai. j'ai fait, putain, là vraiment, c'est le moment ou jamais. Est-ce qu'on ait fait des cons? Ouais. Et puis, bah non. Et là, nous sommes mi-janvier 2019. 2019. Mi-janvier 2019. Nous sommes le mercredi 17 juin. Pas du tout. Janvier 2018. Et tu viens de lancer ta chaîne YouTube. Je viens de lancer ma chaîne YouTube. Et là, je me suis dit, si c'est pas maintenant, Ce sera jamais. ça sera quand tu seras en tête d'affiche de ton premier long métrage. Ouais. J'ai prévu ça avant ma trentaine, donc en vrai. C'est dans pas si long, c'est mais dans pas putain, si longtemps. non, vas-y, viens, on a des trucs à se raconter. Ok. Bonjour et bienvenue dans la première interview canapé de Marion Séclin. Première, ça veut dire qu'il y en a d'autres? Il y en aura peut-être d'autres. Oh la chance. Ok. On fera un update Ok. si tu veux. Ouais, Dès que tu auras besoin, ça me va. on fait un update, toi et moi. Ok. Tu m'appelles et tu me fais, vas-y Fabien, on fait un update. Ouais. Et je suis là, ok, Une on fait un mise à update. jour. Marion, c'est un vrai plaisir de Je suis trop émue. T'es en qu'un vrai. con parce que en fait on Oui. se connaît trop bien et On se connaît trop bien. c'est très rare pour moi d'interviewer quelqu'un que je connaisse aussi bien. J'ai un peu l'impression d'interviewer mes meilleurs potes, quoi. C'est chelou. Mais si j'ai tort dans un truc, dis-moi non, tu penses pas ça. Genre, n'hésite pas à me reprendre si tu penses que ce que je dis c'est faux, vu qu'on se connaît vraiment à ce point où tu peux me dire, je pense pas que ce soit ça, non. Voilà. On parle de cette interview canapé ensemble parce que en fait il y a plein de gens qui sont passés avant toi sur ce canapé et que je me souviens un jour tu m'as dit un truc du style et moi est-ce qu'un jour j'aurai mon interview canapé et je t'avais dit en fait c'est chelou de faire ton interview canapé alors que t'es encore quasiment tous les jours sur Mademoiselle. C'est quand même très bizarre. On s'était dit au moment où t'étais parti sur France 2 faire Actuality, oh quelle histoire, que peut-être ça serait le moment et puis bon voilà, encore une fois la vie est passée et puis voilà. Et là, en fait, t'es pas en train de quitter Mademoiselle, parce que je pense que Non. toute ta vie, tu seras un peu une Oui, Mademoiselle je au pense. fond. À Au vie, toi. bien sûr. Mais le fait que tu lances ta chaîne YouTube, je trouve que c'est cool, c'est un peu symbolique. C'est vrai. C'est vrai, c'est drôle. J'ai l'impression de faire un truc que plein de gens ont fait avant moi, mais tard, et que c'est pas grave. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir eu besoin de tout ce temps sans la lancer pour me dire que si aujourd'hui je la lance. Tu parles de ta chaîne YouTube. Ouais, ma chaîne YouTube. Que si aujourd'hui je lance ma chaîne YouTube, je le fais plus avec la même implication que si je l'avais fait il y a genre 3 ans. Genre là, je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais il y a plus les mêmes enjeux. J'avais besoin que plein de temps passe, je pense. On va en reparler, mais Oui. t'as mis un petit moment déjà À à décider. sortir ce teaser. En vrai, entre la décision, l'écriture, le tournage du teaser et la sortie, il y a bien eu, peut-être pas tout à fait 1 an, mais pas loin. On en parlera. D'abord, j'aimerais bien parler de Marion petite. Ah, ce con. Ouais. Ok. Qu'est-ce que... À quoi elle ressemble, Marion, quand elle a 7-8 ans? Alors, mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Donc, Marion, à 7-8 ans, elle fait semblant d'être malade à l'école pour que ses parents viennent la chercher parce que j'aime pas trop l'école et que j'ai un peu envie d'avoir de l'attention, qu'on soit pas loin et qu'on fasse attention à moi un petit peu. Mais attention, genre, faut la protéger, elle est toute fragile et toute petite. Je n'étais pas toute petite, je faisais déjà 1m85, mais bon, c'est une image. J'étais... Je suis pas sûre de me souvenir très bien, mais je me souviens que j'avais pas trop de copines. J'étais pas très sociable et je me laissais vachement bolosser. Bah, c'est pas très surprenant, mais je me faisais vachement bolosser et j'étais un peu une victime, ouais. Je me disais, je ne fais pas. Et puis, j'ai toujours fait du loisir créatif. Je faisais genre des crocodiles en perles. Je faisais des trucs de ouf en vrai. Et j'étais trop fière de faire ça. Je crois que j'étais vraiment discrète. J'étais pas genre un enfant qui parle fort, un enfant qui attire l'attention ou un enfant qui fait des grands gestes. Et j'ai une grande sœur qui... on a 4 ans d'écart, mais on n'a pas grandi proche. On n'a pas du tout grandi proche. On a grandi loin. Et en plus, C'est beaucoup, 4 ans, ceci dit. 4 ans, c'est beaucoup, mais je connais plein de gens qui ont 4 ans d'écart qui sont vachement soudés. Et en fait, ma sœur a sauté une classe. Du coup, j'ai jamais été dans le même établissement qu'elle. J'ai jamais eu genre ma grande sœur qui me protégeait de... Tu sais,
des méchants et tout. Et je crois que je me suis vachement construite en opposition à elle. Dans mon inconscient, je me suis jamais dit, tiens, elle parle fort, je parlerai doucement. Elle est astigmate, je serai hypermétrope. Je me suis jamais dit ça, c'est juste que malgré moi, je pense que j'essayais de trouver ma place et que du coup, j'ai créé ma place par rapport à la sienne, qui était déjà créée, qui était déjà là. T'es pas en train de me décrire là une future comédienne / humoriste, quoi. Non, peut-être une future comptable, une future Ce qui est très DRH, bien sûr, attention, comptable. c'est pas une critique, c'est juste que j'avais pas de... Non, j'étais pas genre l'enfant qui prenait la caméra de ses parents et qui filmait des petites fictions humoristiques. Non, j'étais pas ça du tout. Donc t'as pas d'archives J'ai pas d'archives. Tu sais, à la Norman... J'aimerais trop. J'ai une archive, c'était mon père qui avait acheté un caméscope et qui nous filmait. Mais j'avais genre... j'étais déjà plus grande, j'avais 15 ans. Et j'avais pile l'âge hybride où j'étais un enfant dans un corps de grande tige. Vraiment, genre, tu vois que mon corps, il a grandi comme ça. Et je suis en train de découper des papillons pour les mettre sur des lettres que j'envoie. Donc, c'est que clairement, j'avais des activités à 15 ans de... Enfin, j'avais peut-être pas 15 ans, j'avais 14 ans, mais j'avais des activités genre de petite fille. Mais j'ai ce corps bizarre comme ça. Et ma sœur, elle est au téléphone et c'est trop drôle. Je vois ça. Je sais que je l'ai sur DVD, mais qu'il est illisible. Il est illisible, faudrait que je redemande les archives. Mais c'est tout ce dont je me souviens de ce côté hybride, mais j'étais pas en train de prendre les devants, en train de chatter. J'étais bavarde, beaucoup. J'aimais bien parler à plein de gens et j'avais une capacité ultime de me faire des amis partout, quel que soit l'âge, partout. Sur une plage perdue, dans une montagne, dans n'importe quelle ville, je me faisais des copains en 10-15 minutes, j'avais pas peur d'aller dire... Mais donc t'étais sociable par J'étais rapport sociable. à la primaire où tu disais que tu te faisais un peu bolosser et victimiser. En fait, j'étais sociable, mais je me faisais bolosser. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas Oui, contradictoire. okay. C'est-à-dire que j'allais vers les gens, et du coup, je leur disais bonjour, voulez-vous me bolosser? Avec joie, bolossez-moi. Et du coup, j'avais des copines, effectivement, en primaire, mais c'était des gens qui me bolossaient. Et à chaque fois que j'allais dans des situations sociales, j'avais pas peur d'aller vers les gens. Et puis, je prenais mon courage à deux mains, je me souviens de ce petit adrénaline, et je faisais, allez, alors, t'arrives, tu fais oui, ton maillot de bain il est super joli, ou voilà. Et donc j'allais comme ça me faire des copains, et c'était pas très compliqué. Et je sais que j'arrivais quand même à me faire bolosser dans des amitiés que j'étais allée chercher. L'un n'empêche pas l'autre. Mais alors, donc, tu dis que quand t'es ado, t'es encore un peu une enfant et que t'es encore discrète, d'après ce que tu racontes, en fait, à découper des papillons Ouais. dans du papier. À partir de quand tu as la sensation que, par exemple, tu te dis, tiens, je voudrais devenir comédienne? Tu t'en souviens ou pas? Je me le dis quand je suis en 6e et qu'on fait le médecin malgré lui avec notre cours de français. Et genre, le texte, en l'espace de 2 cours, je le connais par cœur, mais pas mon texte, juste le texte de tout le monde. Et je me dis genre, mais c'est trop bien. Mais attends, il y a ce truc où on peut genre dire des choses que c'est pas nous qui avons écrit. Et je me sens trop bien là-dedans. Et je me souviens très bien avoir dit, moi je veux être comédienne, c'est sûr. Et j'ai l'impression que dans ma famille, en tout cas le souvenir que j'en ai, c'est que dans ma famille, on m'a fait ok, super, c'est ça. Et qu'ensuite on est passé à autre chose. Comme un enfant qui dirait moi je veux être archéologue, et moi je veux être maîtresse. C'était un peu ça, quoi. C'était vu comme ça. Non, attention, ma première ambition, c'était d'être architecte pâtissier. Et tu ne connais pas ce métier, il n'existe pas. En fait, je voulais faire des pièces montées, et j'étais persuadée que pour faire des pièces montées, il fallait faire archi, tu sais, pour être capable de créer des gâteaux pas banco, pas bancal. Et donc, j'ai un souvenir très précis d'avoir voulu être architecte pâtissier. Puis ensuite, j'ai voulu faire du stylisme et j'ai très vite fait, mais non, j'avais 11 ans, j'ai dit non, je veux être comédienne, je veux jouer des trucs, je veux apprendre des textes, je veux réciter mes poésies. En fait, je pense que c'est parce que j'avais des facilités à apprendre par cœur les choses et je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais ça m'a pas donné j'ai pas fait des excès de zèle parce que je voulais être comédienne. Je me suis jamais dit, dans ce cas-là, je serai la meuf qui monte sur la table et qui fait des blagues. Ça a jamais été lié pour moi forcément à un comportement un peu pas m'as-tu vu, mais tu vois. Et donc en fait, quand tu grandis, au fur et à mesure,
tu commences à prendre cette confiance en toi ou parce qu'en fait tes parents te bolossent, enfin t'envoient bouler, enfin pas t'envoient bouler, mais juste, bon voilà, c'est ok, c'est un truc d'enfant. Euh, J'imagine que ça te donne pas spécialement confiance en soi d'avoir ce retour-là. Ou alors, Non. En fait, il y a un truc paradoxal, c'est que donc mes parents sont séparés à peu près. Enfin, je savais déjà que je voulais être comédienne, mes parents étaient séparés et mon père s'est marié il y a plus de 20 ans que je connais ma belle-mère, donc j'ai l'impression d'avoir un peu 3 parents en fait, ou en tout cas d'avoir tout le temps eu dans ma vie des figures parentales assez multiples. Et j'ai cette sensation hyper différente que de son côté, ma mère m'a fait ok, tu veux être comédienne, et ben on verra. elle c'est quoi ta mère comme métier? Ma mère, elle est éditeur, mais mes parents se sont rencontrés au cours de théâtre. Puisque ma mère voulait être comédienne quand elle avait 18 ans. Et mon père, pareil, il a été metteur en scène, il a été comédien. Donc en fait, en plus, je viens d'une famille où, si tu veux, j'ai été... mon père m'a emmenée dans des théâtres, ma mère m'a emmenée au théâtre, on a lu du théâtre. Ça venait pas de nulle part. Mais en même temps, je les ai jamais vus travailler comme ça. J'ai souvenir d'avoir mon père qui faisait l'acteur dans des festivals et qui mettait en scène. Mais j'ai pas de souvenir précis d'avoir vu mes 2 parents jouer comme métier, que ce soit leur métier, tu vois. Donc en fait, ça vient pas de nulle part, mais en même temps, c'est un peu... j'ai l'impression que je crée un truc nouveau. Et donc d'un côté, t'as ma mère qui me dit « Bah ouais, mais c'est difficile, quoi. » Donc, enfin, je sais pas, ouais, si tu veux... J'ai l'impression qu'ils l'ont pris comme « Ouais, mais elle est con, elle veut faire comme nous. Enfin, on est con, nous aussi, on a voulu faire ça, regarde-nous. » Tu sais, comme si c'était pas... je sais pas, je saurais pas dire, c'est très bizarre, c'est impalpable. Et du côté de mon père et ma belle-mère, donc ma belle-mère est comédienne aussi, et pareil, elle a plein de métiers différents, mais elle a beaucoup joué. Il y a un côté, c'est pareil, il va falloir s'accrocher, mais que moi j'ai pris comme du découragement. C'est-à-dire, ouais, mais c'est dur. Et puis, tous les jours, j'avais la sensation qu'il fallait que je rajoute une corde à mon arc, que je serais jamais assez bien pour le faire. Et on me disait, j'avais pas encore passé le bac, je pense que j'avais même pas encore fini le collège, qu'on me disait, si tu veux être comédienne, tu dois te taper tous les petits classiques. Tu dois te taper tout Molière, tout Racine, tout Corneille, tout Shakespeare, et tu nous fais pas chier. Tu seras jamais comédienne si tu sais pas tout ça. Et j'avais dans leur discours une sensation que c'était infaisable et qu'il y avait des étapes qui étaient obligatoires. Je me souviens, je me faisais souvent engueuler quand j'allais au théâtre et que je me souvenais pas du nom des gens qui ont joué. Je me souviens vraiment qu'on m'a beaucoup fait « Ah bah, tu sais même pas qui c'est. Ah bah ok, bah super. » Tu sais, comme si on cherchait à se raccrocher à des... Bah du coup, tu vas échouer. Enfin, pardon, mais tu connais pas le nom des gens qui jouent au théâtre, bah tu vas pas réussir. Et je pense pas que ce soit leur intention. C'est juste exactement ça que j'ai perçu. Je pense qu'à 0 moment, mes 3 parents se sont dit eh, on va la bolosser, cette petite. Faudrait pas qu'elle réussisse, ce serait complètement con. Mais malgré eux, tous les messages qu'ils m'ont envoyés, je pense pour me protéger, en essayant de me dire attention quand même, parce que c'est pas une voie facile, ça a servi qu'à me faire passer l'idée que je serais jamais assez bien pour faire ça et que le travail ne suffisait pas. Et que de toute façon, même m'imaginer travailler, c'était pas un truc qui, tu vois, il n'y avait pas de accroche-toi, ok c'est chaud, accroche-toi, on sera là ou on t'aidera ou je ne sais quoi. J'ai respiré, j'avais pas respiré depuis super longtemps, c'est pour ça. Okay. Et j'ai un peu l'impression que ça m'a servi de moteur quand même, comme si je m'étais dit dans mon inconscient, bah je vais le faire quand même. Enfin, de toute façon, j'ai pas envie de faire grand chose d'autre. Donc je vais pas m'arrêter là. C'était pas, tu t'en servais pas comme moteur contre eux, du style ils vont bien voir. Si, un peu. Mais c'était pas ils vont bien voir, c'était je vais pas les décevoir. C'était pas genre ok, je vous vois, on va se rixer dans la rue. J'adore cette expression maintenant. J'étais plus en train de dire vous verrez en fait. Vous savez quoi, vous me faites confiance, vous verrez. Et voilà. Et voilà. Donc ça, c'était quoi? T'avais 15 ans, c'est ça? 15-16 ans? Ouais, j'avais 15-16 ans. J'ai choisi un bac avec une option théâtre. Donc j'ai fait en sorte d'aller dans un établissement spécialisé. Je me souviens de ça parce que j'étais dans une ZEP à Paris. Moi, je suis née à Paris. J'étais dans une ZEP et on avait du coup assez mauvaise réputation dans le collège où j'étais. Et quand on devait passer au lycée, on nous disait beaucoup genre soyez pas trop ambitieux parce que si vous n'avez pas les bonnes notes, au lieu d'avoir votre premier choix, vous allez avoir votre 3e choix. Donc je m'étais dit, ok, je m'étais fait un plan de vie, j'avais fait, ok, mon premier choix, c'est un excellent établissement dans le 3e arrondissement de Paris, avec l'option théâtre, où il n'y a que L et S.
C'est vous dire, il n'y a même pas les gens qui ne savent pas décider. Il n'y a pas les ES. Calme-toi bien. Pardon. Il y avait l'élite de la France. Il y avait genre 99,60 000 % de réussite au bac. Et c'était genre le lycée, si je l'avais, waouh. Puis je m'étais dit, tu sais quoi, c'est pas grave si je l'ai pas. Je ferais genre, ok, je ferais Russe LV3. Option Russe LV3, la meuf. Et donc j'avais choisi d'autres établissements, mais j'avais mis du cœur à choisir ces établissements en me disant, bah, je les aurais peut-être aussi. Donc tant qu'à faire, autant que je sois relativement contente. C'est comme si je m'étais déjà faite à l'idée d'échouer et que bah, ça m'allait. Et tous mes profs de collège me disaient, ok, c'est bien, on va essayer de pousser le dossier, mais on ne peut pas non plus faire grand-chose, il faut que tu aies des bons résultats. Et j'avais des bons résultats. J'ai passé une scolarité vraiment les doigts dans le nez, en faisant le moins possible et en sortant de ça. L'école m'angoissait, le collège m'a angoissé, le lycée m'a angoissé. J'ai haï tous ces moments-là, mais je drivais extrêmement bien. Genre, je m'en sortais. Et je comptais pas en faire plus. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais avoir les résultats, tu vas voir ce que tu vas voir. J'ai eu les résultats et je suis rentrée directement au lycée Victor Hugo avec l'option théâtre. Donc quand j'arrive vers 16 ans... Le lycée de beau gosse, donc. Le lycée beau gosse, le lycée que je voulais. Avec l'option théâtre, avec les 9 heures, le coefficient 160, j'ai oublié les chiffres, mais... Et j'arrive donc à 15-16 ans avec ce truc de me dire, je vais me faire cette éducation dont on parle tant. Celle qui apparemment est nécessaire pour jouer la comédie. Celle qui en fait est superflue dans un certain sens. C'est bien de connaître ses classiques, soit. Mais je pense pas que Sharon Stone, elle connaisse ses classiques, sans vouloir m'avancer. Donc maintenant que je le vois, je vois que je me suis mis une pression de ouf, juste pour correspondre à l'image l'image des obstacles que mes parents m'avaient mis sur la route. Tu sais, faudrait que tu saches faire ça. Ok, je saurais le faire. Ouais, faudrait que tu saches faire ça. Bah ok, je saurais le faire. Finalement, pour me dire qu'aujourd'hui, c'est cool, c'est utile. Effectivement, j'ai de la culture générale, mais j'ai aussi pas fait plein de choses, du coup. Comme quoi? Je sais pas, j'aurais pu apprendre une autre langue, apprendre à jouer dans une autre langue plus tôt, apprendre que c'était important aussi, qu'il n'y avait pas que la France dans la vie, par exemple, ça aurait été aussi intéressant, plutôt que me taper tout Molière. J'aurais pu me concentrer pour apprendre beaucoup plus de choses que j'aime aujourd'hui, plutôt que de me dire c'est cool, j'ai lu La Fosse suivante de Marivaux, mais je la jouerai pas, j'aurais pas envie, donc enfin voilà, je sais pas, peut-être apprendre un peu plus des astuces de la vie, de survie, mais j'ai passé du temps à me cultiver parce que je pensais que c'était indispensable. Et donc t'as ton bac? J'ai mon bac. Les doigts dans le nez ou? Non, non. Non, mais c'est comme tout. J'ai mon bac, j'ai 10,5. Mes parents m'ont dit, passe ton bac d'abord. J'ai dit, tu sais quoi? Ok, mon gars, 10,5. C'était la dernière étape avant que mes parents acceptent que je fasse une école d'art dramatique. C'était genre, ok, tu peux, mais passe ton bac. Et je me disais, ok, super, je vais passer mon bac. Je l'ai eu juste, en fait, j'ai eu des bonnes... Ça t'intéressait pas trop, les cours? Non. Non, en fait, là où je reviens sur toute mon éducation scolaire, je me dis, j'aurais aimé que ce soit appris différemment. En fait, ça m'aurait passionné, puisque plein de choses me passionnent, si ça n'avait pas été appris de cette manière-là, tu vois. Il y a un côté, on m'apprenait des faits, et à zéro moment, on m'a appris à juger ces faits-là, à avoir un regard critique, à avoir une émotion, à penser, à réfléchir et à me dire ah, qu'est-ce que j'en pense. J'ai compris en terminale, quand j'ai révisé pour le bac, que l'histoire, ça avait un sens. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand on travaillait la guerre froide et j'étais là, attends, c'est parce que machin il a dit ça, du coup truc il a dit ouais, ça se fait pas, nanani nanana, du coup on fait la guerre. J'étais là en train de faire mon Dieu, mais tout a un sens. Vous voulez dire que l'histoire c'est logique, c'est pas juste des faits? Et ça m'a un peu... Je me suis dit, franchement, c'est bien que je me casse, parce que comprendre maintenant l'intérêt que ça a, à zéro moment on te le dit. Hein. À l'école, on te dit, ah, attention, tu travailles pas bien, tu n'auras pas de métier. Et t'es là, mais quoi, travailler bien, apprendre que l'eau, ça s'évapore et ça devient un nuage et ensuite il repleut, ça va me donner un métier, ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas inintéressant, c'est cool, c'est important, mais ne nous l'apprenez pas comme ça, en fait. Moi, si demain je crée une école, mon école, elle est trop cool. Mon école, elle est stylée. Tu vois, elle est pas comme ça, elle est pas tu t'assois, t'apprends des faits, on t'apprend pas à réfléchir. Putain, l'éducation civique, j'en ris encore, quoi. Les présidents de la 5e République, ouais, et tout le reste. Les trucs d'humain, par exemple, les trucs de vivre ensemble, les trucs d'être con, par exemple, c'est important d'apprendre, tu vois. Et ça m'énervait un petit peu, donc je passe mon bac, j'ai 10,5 vraiment. J'ai eu des notes de ouf toute l'année de terminale en philo, et au bac, j'ai eu 7. Donc ça m'a mis dedans.
J'ai eu des très bonnes notes en anglais parce que je parlais anglais couramment déjà. J'ai eu une note correcte en allemand alors que je m'étais pas trop foulée et que je savais à peine dire mon âge et comment je m'appelais. Et j'ai eu une bonne note en théâtre, j'ai eu des bonnes notes partout, sauf qu'en philo, ça m'a mis dedans. Et en fait, je m'en foutais. C'était comme si c'était la dernière étape, de toute façon, avant le Saint Graal, l'école d'art dramatique. Comment ça se passe dans cette école alors? Déjà, je passe plusieurs auditions pour plusieurs écoles. Parce que je me dis, on ne sait jamais si je ne suis pas prise, tu sais. Donc j'apprends les mêmes scènes, ça ne me coûtait pas trop. Puis l'école que je voulais, c'est drôle, mon père a fait de la mise en scène dans une école d'art dramatique à Asnières. Et c'était une école qui avait une super réputation, surtout que quand tu sors de l'école, en général, tu signes un contrat pour travailler dans le théâtre. Donc c'était une école et un théâtre. Donc ça voulait dire finir son école, avoir un bon enseignement d'art dramatique et ensuite bosser directement. Et je me dis, je veux cette école, parce que mon père y avait bossé. En fait, je ne l'ai pas eu. Je pense que c'est le premier coup du destin où je me suis dit, ah, en fait, peut-être c'est cool. Peut-être c'est cool de pas, genre, être trop dans les mêmes pas. Du coup, je passe une audition pour une deuxième école, en même temps, et là, je suis prise. Et c'est une école qui s'appelle Claude Mathieu, dans le 18e arrondissement de Paris, et qui coûte de l'argent. Qui coûtait à mon époque entre 310 et 320 € par mois. Et j'ai fait 3 ans là-bas. Et mes parents m'ont remis une carotte, une gentille carotte, en me disant « Bah, tu vas quand même faire l'université. Tu vas pas... Ah bah attends, tu crois que tu vas... » Parce que quand même... Et j'ai fait « D'accord, alors, je vais faire une fac. » Donc je me suis inscrite à la fac. J'ai choisi médiation culturelle. Ah, bordel. Peut-être. C'était pas un des pires choix de ma vie, parce que ça m'a fait ni chaud ni froid, mais c'était vraiment le choix par dépit, quoi. Et... j'ai un souvenir tellement précis de ma première journée de fac. J'arrive en vélo, comme ça, je me mets dans l'amphi, quelqu'un parle, je commence à sentir une vague, mais horrible, et je pars en chialant, mais en chialant, genre toutes les larmes de mon corps, en vélo, et je rentre chez ma mère et je lui dis, je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas, voilà, j'y retourne pas. Et ma mère me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que tu paniques? Et j'ai dit, oh là là, ça m'angoisse en fait. Ça m'angoissait. J'avais ma petite trousse, mes petits stylos, j'étais là en train d'écrire des trucs. J'étais en train de noter que j'allais faire un exposé sur la cosmogonie hermopolitaine. J'étais là, oh my god, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, ma mère, dans un élan pour me calmer, me dit, mais non, mais retourne-y, tu sais pas. Franchement, peut-être que tu vas apprécier, donne-y une chance. Donc j'y retourne l'après-midi. Puis j'y retourne pendant 1 mois. 1 mois, je fais une université, avec des horaires aménagés, enfin avec pas mal de trucs en contrôle continu, puisque j'ai mon école d'art dramatique à côté et que c'est clair que c'est ma priorité. Puis ensuite, je réfléchis et je me dis, pourquoi, si c'est ma priorité, j'ai un deuxième choix? Genre pourquoi? Et quel métier ça va me donner, médiation culturelle? Médiateur culturel, ça n'existe pas comme métier. Je vais finir par faire des visites dans des musées, ça ne m'intéresse pas comme métier. Et c'est pareil, j'en ai marre de me cultiver, j'en ai marre d'avoir une culture générale intéressante. T'as déjà parlé de cosmogonie hermopolitaine? Moi? Ouais, mais non. Non. Ben voilà, parce que personne ne sait ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est sur le bout des doigts. C'est quoi? C'est la création du monde et de la mythologie dans la région d'Hermopolis. Voilà. Je vais faire un exposé dessus, donc moi je peux tout vous dire, hein, comment ils imaginaient que Dieu il serait né ensuite. Mais on s'en fout. Et en fait, c'est comme si j'avais eu une explosion d'infos dont on en avait, mais que dalle à foutre. Et donc j'ai fait 1 mois, et au bout d'1 mois, j'ai réussi à m'en battre assez les couilles de la pression parentale, et j'ai dit j'arrête la fac. Vous allez faire quoi? Et évidemment, mes parents ont fait oh, bon, quand même, ça se fait pas trop. Et j'ai dit bah si. Et j'ai fait, vous savez quoi? Je vais prendre un boulot, je vais me payer mon école, je vais déménager de chez ma mère, je vais me payer mon loyer, et je vais être assez indépendante pour qu'en fait, plus jamais, j'ai cette sensation que je suis obligée de faire des choses. Genre, c'est cool, je sais que c'est pour mon bien, mais ça me casse les couilles. Vraiment de devoir faire des choses. Pour qui, pourquoi? Tu le conscientises comme ça à l'époque, Non, vraiment? là maintenant, oui. À l'époque, je me barre de chez ma mère très vite pour justement être indépendante. Et je gagne ma vie parce que j'ai besoin de montrer à ma mère que je suis pas là pour rigoler, en fait. Que s'il faut, je me la paierai, mon école. Ok, pas de problème.
c'est quoi, elle coûte cher, ok, pas de problème, je vais me payer mon école. Mais je le ferai, et comme ça, je pense pas que je le conscientise comme ça, mais j'avais un certain besoin ouais, de me détacher quand même de ce truc-là, où j'avais l'impression que mes parents m'ont jamais rien imposé, aucun sport, aucune activité extrascolaire. La seule chose que ma mère m'a imposée, c'était de faire allemand LV2, parce que comme elle parle espagnol couramment, puisqu'elle a beaucoup vécu dans des pays hispanophones, merci, j'étais là hispanophone, ça ne se dit pas. Hispanophone, elle m'a dit, c'est une langue qui est plus simple à apprendre, tu n'auras jamais l'occasion d'apprendre l'allemand. Et du coup, j'ai fait allemand LV2 et c'est pareil, ça m'intéresse. Peu importe, en fait, j'aurais fait espagnol, ça aurait été pareil, je m'en foutais. LV2, ça m'a gavé. Et je le conscientise pas comme ça, mais je me barre en me disant, vous allez faire quoi? Oups, hop, je suis hors d'atteinte. Et je m'en fiche, en vrai, je m'en fiche. Enfin, sur le coup, je m'en fiche. J'ai fait mon exposé, je suis partie au bout d'un mois de fac. La fac me court pas après en disant « Non, Marion, on revient, c'est trop mignon. » Ça, c'est sûr. Ouais, puis j'ai même pas gardé des souvenirs impérissables de l'université, quoi. Et comment ça se passe alors dans cette école? Au début, t'as toujours ce truc, on est tous dans une grande salle qui ressemble à une salle de théâtre, et le monsieur Claude Mathieu, le directeur de l'école, nous dit « C'est un métier difficile. Là, par exemple, normalement, statistiquement, il n'y en a qu'un de vous par rangée qui va réussir. » Et moi, j'étais là. Qui ce sera? Et tu sais, j'étais pas du tout en train de me dire « Ce sera moi. Ce sera moi. » Et donc, je rentre dans cette ambiance. Je suis pas du genre à mettre des bâtons dans les roues ou à être sur le devant. Et je rentre dans une ambiance un peu compétitive, surtout qu'il y a beaucoup de nanas qui font ce métier-là. Et je me rends compte qu'on compare beaucoup la taille de son zizi. Mais je me dis, c'est pas grave, j'ai un enseignement là-bas qui est vraiment très bon. Les profs me plaisent, les cours me plaisent, sauf que moi, je bosse à côté. Je bosse beaucoup, je bosse en 39 heures parce que j'ai beaucoup de frais. Donc je suis serveuse, je travaille la nuit, je travaille le week-end et je vais en cours la journée. Donc je fais ce que je peux pour suivre. En vrai, c'était pas invivable, c'est-à-dire que j'arrivais à aller en cours, à bosser des scènes et quand même à travailler. Juste, j'avais pas de vie sociale. Bon, c'est qu'un détail. Et finalement, je m'en sors bien, mais dans l'école, il y a une espèce de mauvaise réputation de gens qui sont pas impliqués, tu sais. Donc t'es pas impliqué dans l'école? Bah non, je suis pas trop invitée aux événements sociaux, j'ai pas trop le temps de faire certaines scènes avec certaines personnes, donc je suis un peu mise de côté et je me fais bolosser comme j'ai toujours adoré socialement me faire bolosser, c'est un peu ma passion. Je me fais des amis là-bas, des gens avec qui je suis restée en bon contact, mais j'apprécie assez peu cette espèce d'ambiance un peu sectaire de... tu sais, nous, le théâtre subventionné, enfin, on n'aime pas ça du tout. C'est vraiment une école avec des bourgeois qui sont financés par leurs parents, du début jusqu'à la fin, et qui viennent te dire « Ouais, mais toi, t'es pas dispo pour les répètes, donc en fait, on préfère pas faire la scène avec toi. » Et tu te dis genre « Waouh, la solidarité, c'est cool, ça commence très tôt à disparaître, apparemment. » Bah, ça n'arrive pas. Et je me sens un peu... je me sens pas rejetée parce que je n'essaye pas de m'intégrer, mais je me dis « Bon, c'est ce que je vais faire, je vais prendre ce qu'il y a à prendre. » L'enseignement est génial. J'ai eu une prof de corps qui était exceptionnelle, qui a réussi à faire de cette espèce de tige informe qu'était mon corps un truc à l'aise sur la scène. J'ai réussi à avoir une prof de voix qui m'a aidée à placer ma voix, à respirer, à avoir une voix. Elle me disait un truc qui était génial. Elle me disait il faut que vous ayez chacun votre voix. Là, vous avez la voix de vos parents, vous avez les intonations de vos parents, vous avez les voix de gens que vous avez entendus. Ayez votre voix. Parlez comme vous parlez. Et j'étais là, waouh, on va créer des trucs. J'ai eu des profs de théâtre qui étaient complètement barrés, qui nous faisaient faire des pièces géniales. J'ai eu aussi des profs qui étaient des gros connards. Mais je n'ai plus trop de souvenirs de ça, juste que ils prenaient un malin plaisir à créer des compétitions dans les gens. Et quand on faisait la distribution, on n'avait pas le choix. Ou alors, c'était douloureux, quoi. C'était quand même une ambiance douloureuse. Je crois que dès qu'il y a plus de 4 personnes dans la même pièce, j'ai toujours un peu du mal à tirer mon épingle du jeu. Et donc moi je m'éteignais, je m'écrasais beaucoup en cours. Je m'écrasais. Et je me souviendrai toujours de cette fois où on avait à la fin de chaque trimestre des évaluations, ou semestre, je sais plus. Et donc c'était les profs qui nous disaient ce qu'ils pensaient de nous. Et j'ai un souvenir au 2e trimestre de la première année, je me fais défoncer par le prof. Mais le prof vraiment me dit bon, je sais pas pourquoi elle est là, je sais pas ce qu'elle fout de sa vie, qu'elle fout de son métier, elle est jamais là, ou alors, enfin elle est jamais là, elle est là mais elle est occupée
Puis elle part vite après le cours parce que voilà. Oui, ok, bon, voilà, elle sait faire des trucs, mais qu'est-ce qu'elle branle là? Et genre, je me mets à partir, à pleurer en panique. Et en plus, comme par hasard, je devais aller bosser. Donc j'ai dit, et je me suis barrée de la salle en disant, bah en plus, c'est drôle que vous disiez ça, c'est drôle que vous disiez que je suis pas très impliquée. Je dois aller travailler pour payer l'école. Ah, l'école, c'est rigolo, c'est un cercle. Et je me dis, faut que je la finisse, faut que je serre les fesses. Faut vraiment que je serre les fesses. Parce que je voulais pas arriver dans le monde professionnel et me dire, j'ai pas de bagage. Donc, c'est peut-être aussi parce que je respecte l'autorité de ouf. Et quand on me dit fais quelque chose, je fais quelque chose. C'est encore le cas aujourd'hui ou... Je pense, ouais. Bah, tu me verrais dans le train quand le mec passe en disant « Billet, s'il vous plaît », je suis là. Mon billet, ma carte jeune. Voilà. Je suis vraiment très fière de respecter l'autorité. C'est l'air de rien qu'elle avait encore droit à la carte jeune. Oui. Et plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Mais je suis pareil avec tout. Je suis pareil en sport, je suis pareil en tout. Quand quelqu'un me dit... Quand il y a une autorité qu'il ne faut pas que je déçoive, je suis là. C'est une belle source de motivation. Comment t'es rentré dans le YouTube game en fait? C'est une belle histoire que le YouTube game. Parce que ça démarre de là. Ouais, c'est vrai. La boucle. J'arrive vers la fin de mon année scolaire. Alors, je change de métier 57 fois pendant que je suis étudiante parce qu'il faut que je gagne ma vie et que je rencontre des gens cons. Sur ma route se placent des petits gravillons et du verre pilé. Du coup, je crève, il faut que je change mes roues. Enfin bref, il y a plein de petites anecdotes qui font que je change de métier. Et ma dernière année d'école, je travaille chez Zadig & Voltaire comme visual merchandiser. Je travaille 2 jours, je travaille plus de nuit, donc déjà je suis soulagée. Je fais les cours du soir et c'est pas la même ambiance, c'est pas le même truc et je me détends vis-à-vis de l'école. Et j'ai une amie à moi qui s'était fait cambrioler à Paris, qui était retournée vivre chez ses parents à Nantes et avec qui on s'appelait tous les jours, on se parlait tous les jours. Et un jour, elle me dit « Je vais revenir sur Paris, est-ce que je peux habiter chez toi ?» Et moi, je lui dis « Bienvenue, viens !» Donc elle a habité chez moi pendant 1 mois facile. C'était drôle parce qu'elle était allergique à boulettes. À savoir que j'ai boulettes depuis que j'ai 19 ans. Hein. Je le dis pour... c'est important, c'est... Oh, ça va, c'est quand même un personnage, hein. Elle était allergique à boulettes et du coup elle était obligée... J'ai beaucoup de mal avec cet animal, sympa. D'une manière générale. Elle est gentille. On a une relation conflictuelle, elle et moi. C'est vrai. Elle est allergique à boulettes et elle est obligée de prendre des antihistaminiques pour vivre chez moi. Et elle le fait, tu sais quoi, genre elle se démonte pas. Et à un moment, elle m'envoie une vidéo d'un gars qui s'appelle La Ferme Jérôme et elle me dit « C'est trop drôle, il faut que tu regardes ». Et on voyait pas de vidéo, on regardait pas de vidéo. Elle m'avait envoyé une fois une vidéo de Cyprien qui parlait du McDo. Okay. Et j'avais fait ouais, ok, donc je regarde la vidéo. Je me dis, c'est trop drôle, La Ferme Jérôme, mais il est trop drôle ce gars. Et elle me dit, c'est trop cool, je l'ai ajouté sur Facebook et il m'a répondu. Et j'étais là, tu m'en diras tant. Et donc, ils papotent, donc mon amie Virginie et Jérôme, pendant pas mal de temps. Et à un moment, elle me dit, il m'a proposé de venir chez lui dans sa coloc. Si tu veux venir, viens. Et je viens aussi, et donc je rencontre Jérôme. Et on rigole trop. Ce con de Jérôme Niel. Con de Jérôme Niel. Qui ne s'appelle pas en fait La Ferme Jérôme. Non, il s'appelle Jérôme Niel. Voilà, c'est son vrai nom. Ouais. Jérôme Niel. C'était tellement drôle ces vidéos. Enfin, j'ai des souvenirs tellement précis de ses premières vidéos, de ses toutes premières, genre à une époque où il avait encore un mulet. Dans le métro. Ah oui. Ouais, je te parle d'avant le métro. À l'époque où il était sur Dailymotion et tout. À l'époque où il était sur Dailymotion et il avait... il faisait des vidéos sur Secret Story, ouais. Sur la télé-réalité. Ça, je me souviens, ouais. Mais même avant ça, il avait fait un sketch, et j'ai un souvenir très précis. Il avait fait un sketch où il imitait un pick-up artiste qui aidait un mec. Et en fait, c'était génial parce qu'il avait donc un casque et un micro. Et en fait, il était genre à 1 mètre du mec derrière lui. Et il lui disait... Et donc il disait au mec, par le micro, « Dis-lui bonjour à la dame, ok ? Dis-lui, ta bouche ferait un magnifique collier pour ma bite. » Et il le disait de manière tellement linéaire. Et moi, j'étais là en train de dire « C'est tellement drôle. » Je répète, « Ta bouche ferait un magnifique collier pour ma bite. » Et je trouvais ça tellement drôle. Il avait tellement des... Ça vous fait rire les blagues sexistes alors Marion Séclin, c'est ça? Parce que moi je pensais que vous étiez féminazie. Oui, c'est vrai, je le suis. On en reparlera plus tard. Pourquoi il était drôle? Parce qu'en fait, il était très dans la parodie du pick-up artiste. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un propos hyper profond en train de dire « Ouais, tu vois, les femmes, ça se drague vraiment de manière naturelle. Les femmes sont des humains comme les autres. » Non, c'était juste que lui, il faisait le connard. Il faisait le pick-up artiste. Il avait les cheveux longs là. Il avait la même coupe que moi, sans la frange. Et il les mettait derrière ses oreilles. Il était comme ça. Et du coup, on accroche beaucoup humainement.
Et je lui dis, si t'as besoin pour jouer dans ta vidéo, moi je trouve que je suis comédienne, je finis mes études et tout, c'est cool. Et il me fait, ouais, carrément, on s'en reparle. Et puis un jour, je finis mon école et comme on se voyait souvent, il me dit, bah, j'ai besoin d'une nana pour jouer dans une vidéo sur les soldes. J'ai décidé de refaire des vidéos différentes et il change de son format podcast pour aller vers son format Jérôme dans le métro, Jérôme à la plage, Jérôme à la piscine. Et donc il me dit, je veux faire Jérôme pendant les soldes. Et il me dit, tu peux faire la vendeuse. J'étais là. Pardon ? Je suis vendeuse chez David et Voltaire. Donc mon gars, évidemment, il y a plein de vannes qui sont super et que tu vis tous les jours quand tu bosses dans le prêt-à-porter de luxe. Et donc je joue ce rôle-là et c'est mon premier grand rôle, si je puis m'exprimer ainsi, sur Internet. Et donc la vidéo fonctionne, il fonctionnait parce qu'il était dans l'air du temps et que c'était très cool. Et du coup, à force de le fréquenter, je rencontre tous les gens de YouTube, puisque c'était un moment où les gens de YouTube, ils étaient peu, et ils se sont dit « Eh, venez, on se rencontre tous !» Donc t'avais Norman, Cyprien, t'avais Mister V, t'avais Natou, t'avais Kemar, t'avais des gens dont j'ai oublié les noms, mais il y avait clairement tout ce petit groupe-là, et c'était devenu une petite famille de gens qui s'entraident de manière assez cool, en fait. Et j'étais pas loin, puisque je jouais dans pas mal de vidéos pour Jérôme, notamment quand il a été sur MTV. C'était pareil, c'était pratique. Moi, j'avais un emploi à côté, donc j'avais pas besoin qu'il me paye. Et lui, à côté, il avait pas de comédienne. Donc, il m'embauchait. Et c'était assez cool. Et vient l'heure où il rencontre Fabrice Florent. Il fait une interview avec Fabrice Florent, je sais pas si tu vois qui c'est. Je connais pas ce mec. Pour un site qui s'appelait Gentlemake. 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 Oui. Et il me parle de Fabrice Florent en me disant que c'est un gars sympa, qu'il a le site Mademoiselle et tout. Et moi, je vais voir d'une oreille et je fais « Ah oui, c'est sympa, c'est cool ». Et puis, Natou rencontre Fabrice Florent pour faire un street style. Et Natou lui parle de moi à Fabrice Florent. Et Fabrice Florent, je le contacte par Twitter et je lui dis « On peut se rencontrer, peut-être que je pourrais faire un street style aussi, je sais pas ». En plus, je sais pas ce que c'est et puis j'ai même pas un style de ouf. Et je sais pas pourquoi, c'est comme si j'avais été transcendée par l'audace. Et que j'avais fait, bah voilà. Et je rencontre Fabrice. Je peux parler de toi à la première personne. Enfin, je peux dire tu. C'est con. Okay. Donc je rencontre Fabrice et il me dit, ah, on n'a qu'à faire des trucs ensemble. Moi j'étais là, ouais. Quoi ? Parce que j'étais comédienne, je sortais de mon école. J'avais un emploi à temps plein qui me passionnait pas, mais que faut bien gagner sa vie dans la vie. Et puis je me dis, mais je suis pas capable. En fait, de quoi ? Qu'est-ce que je suis capable de faire avec ce qu'il veut faire avec moi ? Genre, je comprends pas. Et puis, on réfléchit à des formats, on parle et on brainstorm. Et moi, je lui dis, bah moi, j'ai trop envie de faire des tutos, mais j'aimerais pas que ce soit long et chiant. Et puis, j'aimerais pas que ce soit genre girly, parce que ça me gave, je sais pas me maquiller. Et puis, de toute façon, c'est pas ma passion. Et j'aimerais bien que ce soit dans la fiction, tout en étant dans la... Et donc, on réfléchit, on travaille avec Chloé. Et... On travaillait avec Natou même au départ. Au départ, on travaillait avec Natou, c'est vrai. Avec Natou. On avait fait un pilote avec Natou. Ça marchait moyen en fait. Ouais, ça marchait pas super bien parce qu'en fait, on n'avait pas d'idée claire et surtout, c'était pas très écrit. Et puis à un moment, Natou, elle était sur une autre lancée en fait. Donc elle était en train de se lancer toute Elle seule. était en train de se lancer, ouais. Enfin, elle avait quitté son travail de policière. Et du coup, elle était dans une... Voilà, elle se lançait, donc effectivement, ça a plus... On a plus bossé ensemble et on a créé MacGyver. Genre, on a dit, on n'a qu'à faire une série de courts-métrages dans lesquels il y aurait des tutos, mais aussi de la fiction. On raconterait des choses, mais ce seraient des vrais tutos de la vraie vie avec la vraie galère d'une vraie meuf de nos jours. Et on n'essaierait pas de faire genre, ouais, on a des skills en couture, donc regardez, j'ai fait une robe de mariée avec ce coussin. Parce que ça n'intéresse personne. Et c'était trop cool, on était une petite équipe de gens cons et c'était vraiment sympa. Une équipe de 3. Donc on était une équipe de 3. C'est un trio même. On était 4, parce qu'il y avait Léa Bordier Chloé, qui venait un peu... Léa Bordier, oh là là. Et les making-of qu'elle nous faisait. Elle faisait des super making-of. Ouais. Elle venait pas à tout aussi ? Si, elle venait à tous. Je me souviens précisément qu'elle venait à tous. Il y a quasiment eu un making-of par truc. C'est vrai. Parallèlement à ça, il y a YouTube qui lance un appel d'offres et qui dit « Ah, on est YouTube, tenez de l'argent, ouvrez des chaînes. » Et donc, il y a une chaîne humour qui se crée en France. Et dans la chaîne humour, ils appellent pas mal de gens.
Et notamment, comme il n'y avait pas de meufs sur le YouTube et que je faisais partie des figures vite fait vues, et puis surtout que moi j'étais une des rares à avoir fait des études d'art dramatique, donc être capable de jouer des situations diverses et variées, pas juste la surprise. Voilà. J'ai été enrôlée là-dedans. Évidemment. Enrôlée là-dedans dans quoi? Dans le Studio Bagel, ça s'appelle. La chaîne Studio Bagel, la chaîne d'humour de la France. Et je me sentais illégitime comme jamais. Et j'étais dans une ambiance où j'avais l'impression qu'à chaque fois que je proposais aux gens de travailler avec moi, ils voulaient pas. C'est-à-dire j'avais la même sensation qu'à l'école d'art dramatique, où les gens disaient on veut pas trop écrire avec toi. Et je me disais c'est chiant quoi. Ça devient d'où? Ça devient d'où tu penses? Je m'en fous. Je m'en fous alors. Ça devient d'où tu penses? Du fait que les gens ils voulaient pas écrire avec toi, t'as un peu de recul là-dessus ou t'étais exigeante ou enfin je sais pas. Pas du tout. Tu sentais mauvais? Non, je pense que moi dans ma tête de connard, c'était parce que j'étais pas assez bonne et qu'ils voulaient pas se frotter à la médiocrité. Ce que je me disais, c'était la seule explication que je voyais. Parce que j'étais gentille, j'étais polie, j'étais dans la solidarité, dans le soutien, dans la sympathie. Je me disais, quel moment, genre juste parce que je suis mauvaise du coup, peut-être que je suis pas auteur. J'avais pas le titre d'auteur. Et moi, je découvre un truc en fait quand on commence à se rencontrer, c'est que non seulement tu es capable de jouer, mais en plus tu es excellent auteur. Oui, c'est vrai. T'es capable d'écrire des blagues et des bonnes blagues. Et moi, ça me fascine en fait de me dire, en fait, non seulement la meuf est capable de jouer ce bon con et de faire effectivement plus que juste la surprise. Voilà. Mais en plus, elle est capable d'écrire des trucs qui sont carrés, qui marchent et qui sont drôles. Et c'est pas toujours qu'on croise soit des gens. Il y a des gens en fait qui sont soit auteurs, mais qui veulent surtout pas être devant la caméra. Il y a des gens qui sont soit comédiens ou comédiennes, mais qui sont pas du tout aptes à écrire. Et puis il y en a d'autres qui sont capables de faire les deux. Et toi, tu fais partie de cette race-là. Et je trouve que c'est génial en fait. En tout cas, moi à l'époque, quand je te découvre, je me dis, mais en fait, cette meuf, non seulement elle est capable d'écrire des blagues, mais en plus elle est capable de les jouer, d'écrire ses propres blagues. Donc en plus, c'est simple. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de lui expliquer comment les blagues elles marchent parce qu'en fait elle les a déjà en tête vu que c'est elle qui les a écrites. Mais en fait t'es le seul et le premier à m'avoir mis en confiance à ce point-là, c'est-à-dire que ma légitimité avec toi, je l'ai vachement moins questionnée. C'est-à-dire que tu me disais ouais c'est une bonne idée, on n'a qu'à le faire. Et tu me faisais confiance sur toute la ligne. T'étais pas en train de me dire faudrait te faire relire par un mec, faudrait peut-être que... Enfin, en fait, mais voilà, c'est ça la différence. C'est que quand t'es dans le studio Bagel, il y a 10 égos, parce que c'est pas des gens, c'est des égos. T'as 10 égos, mais gonflés à bloc par le succès d'Internet, le succès des gens qui t'arrêtent dans la rue pour prendre des photos, qui se disent voilà, moi j'écris tout seul, ou tu vois, moi je m'entoure que des meilleurs. Enfin, il y a un espèce de truc qui fait que tu veux pas partager la couverture. Moi je suis comme un con à vouloir partager la couverture, et je te rencontre, et toi tu me dis partageons la couverture. Donc je suis là, trop bien. Du coup, j'ai à aucun moment senti que j'étais sur la sellette, que j'étais pas assez bien, que j'étais peut-être un peu mauvaise. Tu m'as juste donné les moyens de le faire en ayant une confiance aveugle en moi. Et les fois où je te disais, je suis peut-être nulle, tu disais non, va-t'en. Du coup, je partais pleurer et je revenais. Non, mais tu me disais genre non. Donc c'était la différence, c'était que j'étais dans un endroit où on questionnait ma légitimité H24 parce que j'étais pas auteur, et quand je te dis auteur, c'est vraiment avec les guillemets. C'est-à-dire que c'est un milieu dont je te parle où en fait, il y a un titre, un Graal, il faut aller l'atteindre. Je sais pas ce qui fait des auteurs, mais apparemment, il y a un truc. Et moi, j'étais pas auteur, et c'est ça qu'on m'a beaucoup dit, mais t'es pas auteur ? Je me souviens très bien d'avoir eu des directeurs d'écriture au sein du Studio Bagel qui me disaient « Ouais, mais t'es pas vraiment auteur ». Et moi, j'étais là, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que j'écris des choses là-bas et que toi, à zéro moment, tu viens me dire « Ouais, mais t'es pas auteur, Marion. T'es pas boulangère. Pourquoi tu fais des croissants ?» Tu vois, c'était vraiment ce truc-là, quoi, de dire « Mais je sais pas, à partir du moment où je fais des croissants, je suis peut-être un peu... J'ai le droit de dire que je suis boulangère, je sais pas. » Surtout si tes croissants sont bons. Surtout si mes croissants sont corrects. Si tes croissants sont nuls, il y a un moment donné où je vais dire « Est-ce que vraiment boulangère, c'est ton métier, truc ouais. Est-ce que tu veux faire ça ? Mais en fait, si tes croissants sont bons, j'ai envie d'en manger tous les matins. Vas-y, viens. C'est ça. Fais-moi-en, s'il te plaît. Fais-moi des croissants. Et du coup, t'es le premier dans le monde qui ne questionne pas ma légitimité, mon titre, ou si j'ai des guillemets sur mon titre, ou qui je suis, ou d'où je viens. C'est vraiment genre, fais des trucs, en fait.
Et puis moi, je me dis, c'est génial, j'ai un espace de liberté phénoménal, en fait. Et de là est sorti MacGyver, tout MacGyver. Il y a des épisodes que j'ai écrits en 2 heures la veille du tournage, parce qu'en fait, celui que j'avais écrit ne me plaisait pas, notamment l'épisode comédie musicale, que j'ai écrit la veille du tournage, et qui est mon préféré du monde, en fait. Moi aussi, c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré. Et puis plus ça allait, plus on rigolait, et plus on prenait du plaisir à le faire, et plus c'était la passion. Et surtout, c'était mon truc, quoi. Enfin, c'était mon truc. C'était un truc qu'on avait en équipe. Non, c'était ton truc. Oui, mais je veux dire, on était tous indispensables dans ce projet, mais c'était mon truc dans le sens où... Bah, sans toi, oui. Bah voilà. Moi, je suis bien con avec ma caméra. T'étais là, tu filmais le mur. Je fais mes boulettes. Ouais. Je déteste. Boulette. Et c'était trop bien comme ambiance, c'était vraiment trop bien. Genre, j'ai un souvenir vraiment ému de tous ces trucs-là. D'à chaque fois, je dois écrire le MacGyver pour demain ou pour après-demain. Ouais, parfois, j'écrivais un peu en retard, parfois, j'écrivais un peu en avance. Et c'était trop cool. C'était trop bien. Et j'étais vraiment tiraillée entre ces deux trucs de dire bah, peut-être que dans ce cas-là, il y a une hiérarchie dans le public. Peut-être que ça veut dire que le public de Studio Bagel, il mérite mieux et que moi, je suis pas assez bien. Et que le public de Mademoiselle, bah, il mérite que la merde que je suis capable de créer. Tu te disais ça à l'époque? Non. No shit. Si, un peu. C'est vrai? Je me disais pas ça comme ça, Okay. mais je me disais, mais pour tout mon entourage de YouTube, ce que je faisais sur Mademoiselle, c'était bon pour Mademoiselle. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait cette condescendance. En termes de prod, c'est sûr qu'on n'atteignait pas les trucs que le bagel pouvait faire. Oui, mais clairement. au-delà de ça, c'est-à-dire que même le concept, même les idées, même le public à qui je parlais, on était sur une condescendance tellement absolue de... Alors oui, effectivement, chez Bagel, on produit des choses, on met des éclairages, on a des gens qui font des métiers qu'on ne comprend pas, mais derrière, il n'y avait pas de fond. À l'inverse, chez Mademoiselle, je pouvais mettre du fond, et j'ai toujours eu la sensation que, malgré toutes les bonnes idées que j'ai eues au sein de Mademoiselle, mais jamais personne dans le YouTube game ne m'a soutenue en disant « C'est bien ce que tu fais sur Mademoiselle ». De personne. Non. Bon, Bah, donne un nom. je sais pas. Bah, dis. Si, il y a des gens qui... Bah, évidemment, il y a le public qui aimait MacGyver adorait ça, mais par exemple, Bagel a partagé une fois une vidéo de MacGyver. Moi, j'étais content. Une fois. Sur 12 vidéos, mon gars. Ça n'a jamais été assez bien, il y avait une sorte de hiérarchie qui s'était créée, et dans ma tête, je me disais, comment c'est possible que dans un milieu, on me relègue au plan de meuf qui doit avoir l'air triste dans des séries où elle fait une pute, et comment ça se fait que de l'autre, je peux faire ce que je veux, j'ai carte blanche, et je suis limite encouragée à faire mieux et à faire plus. Alors j'ai envie de dire à toutes les meufs qui sont peut-être dans ton cas, quelque part, en France ou dans le monde, trouvez-vous un environnement Sain? sain et en fait qui vous tire vers le haut, parce que même si c'est pas... Enfin, après, il faut définir sain, chacun y met sain, met derrière sain ce qu'il souhaite, mais en tout cas qui vous tire vers le haut et qui vous... Pas qui vous tire vers le bas, quoi, c'est relou. Oui. D'une manière Après, je générale. pense que je me tirais aussi vers le bas, parce que j'ai jamais eu un ascendant phénoménal en termes d'être humain. Genre, je suis pas la meuf qui rentrait dans la pièce et qui calmait tout le monde de par mon charisme, tu vois. J'étais pas cette meuf-là quand j'ai commencé sur Internet. J'étais... ça veut dire que je le suis aujourd'hui? Non, j'étais pas cette meuf-là du tout. Donc j'avais la sensation que quand je rentrais dans une pièce avec d'autres gens qui avaient ce charisme-là, bah moi, il fallait que je m'éteigne et que toi, tu me laissais rentrer dans la pièce et tu disais, tu mets ton charisme où tu veux, ça peut remplir l'espace, c'est pas un problème. Tu vois, il y avait ça aussi, c'était genre, tu me laissais être sans trop avoir besoin que je te signe un paplard pour dire si j'ai fait des études, si je suis auteur. Voilà. Tu as toujours mérité à mes yeux, c'est marrant que tu dises ça. Mais ouais, mais pour moi, jamais... c'était genre non, fallait le gagner. J'ai l'habitude d'environnement de travail professionnel dans tout ce que j'ai fait. Quand j'étais vendeuse chez H&M, chez Zadig et Voltaire, quand j'étais serveuse, quand j'étais hôtesse en boîte de nuit, quand j'ai été tout, j'ai toujours eu cette idée qu'il fallait que ça se passe mal. Que c'était normal de bosser avec des connards, que c'était normal d'être abusé par des gens au-dessus de toi hiérarchiquement. Je parle pas d'abuser en mode harcelé, juste un peu challengé de manière assez désagréable, que c'était normal de ne pas t'entendre avec tes collègues, que c'était normal que les collègues qui veuillent réussir t'écrasent la gueule, que c'était normal de devoir quémander quand tu avais besoin d'un avantage du type « est-ce que je peux partir un peu plus tôt parce que j'ai un truc ?» Pour moi, c'était comme ça. Le milieu du travail, pour moi, c'était un milieu de chiens. Alors, le milieu du travail est un milieu de chiens, je pense, en général. Oui. Bah, du coup, quand tu es prêt à ça, quand tu te dis que tu mérites que ça, de toute façon,
Quand tu rencontres un milieu où c'est pas le cas, Mm. tu te dis putain, c'est un prank. Oh, vous êtes con, vous m'avez fait croire que vous êtes con. Et j'ai vraiment fait ça chez Mademoiselle, quoi. J'ai toujours, mais toujours, trouvé que chez Mademoiselle, il y avait un truc humain qu'il y avait nulle part ailleurs. Genre, chez Mademoiselle, je pouvais arriver et dire « j'en ai marre !» Et on faisait « ok, très bien ». Alors que dans tous les autres métiers que j'avais eus, je pouvais arriver et dire « j'en ai marre un peu ». On faisait « ah, t'es chiante ». Un truc que tu dis pas trop, c'est que t'es une énorme bosseuse. Ah bon? Bah de ouf. Ah, j'ai l'impression d'être une grosse flemmarde. Oh putain. Le mec, toutes ces années n'ont servi à rien. En fait, je continue. Non, si, Je pense qu'il faut vraiment je pense qu'il faut le dire, c'est-à-dire que on n'arrive pas, enfin, à ce niveau de notoriété que t'as et enfin, tu vois, de début de carrière que je sens embryonner là, tu vois, au fur et à mesure des années, sans taffer. Et en fait, t'as les yeux complètement perdus, t'es parti. Non, je suis là, pardon. Quoi tu pensais? Je pensais à ce que tu étais en train de dire. Ok. Ouais, effectivement. T'as fait comme une mule, en fait. T'as vraiment bossé de fou. Et en fait, tu disais que chez Bagel, c'était compliqué parce que t'étais pas forcément considéré, etc. Mais en fait, moi, je pense aussi que c'est une bonne école. Faut pas trop y rester, je pense, parce que c'est compliqué de... En fait, si tu te fais tirer vers le bas sans arrêt, c'est compliqué. T'es arrivé chez Mademoiselle avec un bagage et une frustration aussi qui est, en fait... bah, ton texte il est pas bon, il faut le rebosser. Et je pense que c'est une vraie discipline et c'est une vraie école qui peut-être t'as tendance aujourd'hui à croire que ça t'a... Non, parce qu'en fait c'est pire que ça. C'était pas ton texte il est pas bon, il faut le rebosser. C'était pas bosse mieux, c'était pas des trucs qui me poussaient. C'était genre n'écris même pas de texte. On était sur du Ah oui, t'es ok. pas auteur en fait. On était sur Oui, mais ça, après- mais en fait on va préférer faire les vidéos de l'autre. Enfin si ça te dérange pas, parce qu'en plus il y avait aussi le fait que dans Bagel j'étais la seule à pas avoir de communauté et on est dans un monde où il faut faire de la vue. Donc je suis arrivée avec mon petit bagage de meuf qui sait jouer la comédie et on m'a vraiment dit bah n'écris pas, tu sais pas écrire, laisse les gens écrire, t'inquiète pas. Donc j'ai jamais essayé d'être meilleure, à part chez Mademoiselle où j'avais des retours, où j'avais des trucs. Le peu de trucs que j'ai écrits pour Bagel, je me suis tellement battue à l'intérieur de moi pour réussir à dire ok on va trouver un compromis parce que je veux le faire. Par exemple la friendzone, ça a été un combat, mais un combat tellement que je m'en souviens très bien, qui a été douloureux pour moi. C'est-à-dire que je voulais sortir la friendzone, je voulais de manière ambitieuse faire une vidéo avec des moyens et des décors. Et j'écris la friendzone et le DA me dit mais en fait, c'est pas ça la friendzone. C'est les meufs qui mettent les mecs dans la friendzone. Et j'étais là, bah non. Enfin, si, c'est possible aussi. C'est Oui, juste, non, mais- t'as deux perceptions. Oui, bien sûr, mais l'idée c'était pas de faire une vidéo et en fait il me dit ouais, ce serait drôle, peut-être tu sais, on fait une cave et genre la nana elle a plein de mecs dans sa cave, dans des prisons et elle leur donne de la viande. Et j'étais là, ah ouais, donc on part sur des espèces d'énormes connasses. On est sur le personnage de. Donc voilà. Le mec typiquement friendzoné était en train de me dire ouais mais comme moi je suis friendzoné et que les meufs c'est toutes des sales putes, bah on va pas faire une vidéo où c'est pas de la faute des meufs. Et j'étais là, ah bah si on va faire ça. Et j'ai dû lutter pour réussir à faire une vidéo qui dise pas trop c'est de notre faute. C'est activement un être humain contre un autre être humain qui fait exprès et qui regarde en souriant et qui fait je vais maintenant te voler ton cœur, tu n'en auras plus besoin. Et ça c'était douloureux, c'était difficile. Parce que je voulais pas lâcher mes idées. Mais elle est trop bien la vidéo à la Oui, fin. elle est bien, finalement, je suis très contente. Mais ça a été une bagarre. Donc oui, c'est cool, ça m'a poussée vers quelque chose, mais ça m'a aussi poussée à faire un compromis, alors que j'avais pas l'impression que mon ambition de base était mauvaise, tu vois ce que je veux dire? Ça m'a juste appris que j'allais peut-être pas gagner. Tu vois ce que je veux dire? On fait MacGyver ensemble, tu fais à côté de ça des vidéos sur le bagel, comme tu racontes, c'est un peu, t'en chies un peu et tout. On a passé environ 1 an à quasiment pas tourner de vidéos. Ouais, Tu te souviens? ouais. En fait, on avait envie de faire un truc un peu plus ambitieux en termes de prod. Ouais, c'est vrai. Et on a passé quasiment 1 an À rien faire. Non pas à rien faire, à créer un projet et à aller chercher des sous pour faire ce projet. Tu te souviens? Ouais, c'est vrai. C'était long. C'était très long. On a sorti en tout 2 vidéos Ouais, qui étaient des pilotes. ouais, c'est vrai. Et on avait fait peut-être quelques podcasts, genre sur la contraception. Ah oui, on avait C'était- fait, ouais, on ouais. avait fait des trucs à côté en fait, mais on... Ouais, puis j'écrivais avec Sophie aussi. Oui. Et du coup, j'étais le cul entre deux chaises. J'avais peur
de m'engouffrer dans un mauvais tunnel sur Mademoiselle. J'avais peur de dire, je vais faire des vidéos. Par exemple, la vidéo de la cup. Tu te souviens quand tu m'as rencontré et que je t'ai parlé de la cup? Oui. Je t'ai parlé de la cup pendant 1000 ans. Quasiment instantanément. Instantanément, je rencontre Fabrice, je lui dis, tu connais pas la cup? Mon gars, c'est ouf. Et il me dit, fais une vidéo sur Mad. Et je dis non, parce que je suis comédienne, en fait, je suis pas professionnelle de santé, je suis pas pharmacien, enfin... Ah, on peut dire pharmacienne maintenant, yes. Je suis pas pharmacienne, donc non, je vais pas... Non. Et il me dit, bon, bah t'es con. J'ai fait, d'accord, toi aussi. Et puis ensuite, on s'est battus. Non, et du coup, je me dis, il faut que ce soit Sophie qui la fasse, parce que Sophie, elle avait envie de faire des vidéos et que, bah, clairement, moi, je voulais pas, quoi. Enfin, pardon, mais moi, je suis comédienne, en fait. Enfin... Et la vidéo fonctionne parce qu'elle répond à un réel besoin, également. Outre le fait qu'elle est écrite avec brio. Non, mais elle est cool, et cette vidéo est cool. Elle est... Alors, update, hein, elle n'est pas forcément exacte. C'est-à-dire que oui, allez voir... Elle n'est pas exacte parce que c'était le début de la cup et qu'on n'avait pas prouvé des trucs, mais... Si vous allez là, par exemple, voilà, dans le coin, là, vous allez trouver la mise à jour écrite par Marion Séclin, d'ailleurs. C'est vrai, aussi. 3 ans après. Ouais. Mais c'était... En fait, là où j'étais trop fière, c'est que c'était une des premières vidéos sur YouTube qui parlait d'un truc qui était tabou. Et quand je dis tabou, je pèse vraiment mes mots, parce que moi, dans ma vie, c'est pas tabou. Hein. Un truc qui m'arrive une fois par mois, c'est pas tabou. On en parle. Et j'avais cette espèce de frustration de me dire, mais pourquoi c'est tabou? Wesh, il y a quoi comme problème? C'est quoi? Et donc, j'ai fait cette vidéo en étant hyper fière et en me disant, je fais un statement. C'est politique, cette vidéo, je la fais, elle est politique, je la fais. L'important, c'est qu'elle sorte. Et je me sentais quand même pas à ma place pour la présenter, parce que j'avais peur qu'on me dise, bah, t'as pris le tunnel du podcast qui raconte des trucs de santé, tu vas faire toute ta vie là-dedans. Un long métrage, mais n'importe quoi, enfin, tu es malade, tu as parlé de la cup une fois. Et puis il m'a fallu du temps, cette année là où on a préparé plein de projets, où on n'a rien fait, il m'a fallu du temps avant de dire, je peux faire ce que je veux en fait, ça m'empêchera pas de faire autre chose. Et de réussir à comprendre que tu n'es pas obligé de choisir un seul truc. Que tu peux faire des faces caméra, que tu peux faire des dos à la caméra, que tu peux faire de quinconces par rapport à la caméra. Enfin que, en fait, tu as plein de formats et qu'à aucun moment, si les gens te cataloguent, on s'en fout. Toi, tant que tu continues à faire les choses qui te plaisent, c'est bon. Et c'est ça qui s'est passé. C'est que j'ai fait, du coup, on prépare cette année, on prépare les dossiers, il se passe rien. Et on passe l'été ensemble, ou un bout de l'été ensemble, on part à New York pour Orange is the New Black. C'est vrai, oh là là. Oh là là, quel bon moment. C'était marrant. Grave. On fait des trop bonnes vidéos, on fait des trop bons vlogs. Pareil avec Léa, à chaque fois qu'on partait dans un endroit faire des vlogs, enfin, c'était pas des vlogs, c'était des petits reportages, mais qu'est-ce qu'on rigolait. C'était une ambiance folle. Et puis je fais des interviews aussi, tu m'apprends à interviewer des gens, tu m'apprends à faire des press junkets. Et bizarrement, t'es excellente. Et je me sens trop à l'aise de dire ça, quoi. Et je me sens trop à l'aise de dire so hi, so yeah, okay, so you've written a movie, okay. Tu sais quand est-ce que je découvre que t'es trop bonne intervieweuse? Non. Au Soch Freestyle. C'est vrai, on avait fait la Soch Freestyle Cup ensemble. C'était un voyage de presse. Et t'interviews ce mec que tu connais pas, qui s'appelle Mathias Dandois. Que maintenant je connais. Voilà, qui est genre super champion de ouf de BMX. Ouais. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, mais le métier, enfin en tout cas la pratique de l'interview est une pratique compliquée. C'est-à-dire qu'il faut réussir à mettre en place une complicité, et tout en ayant des questions et trouver le fil et tout. Et je me dis, elle est super forte. Tu te démerdes à merveille dans cette interview. Je vous link aussi, allez hop, c'est cadeau, cette petite archive. Et ouais, je crois que je me souviendrai toujours de ce voyage à Marseille où tu me disais, mais en fait c'est pareil, c'était comme pour MacGyver, tu m'as dit on va en voyage de presse, on peut faire des trucs là-bas mais on n'est pas obligé. Et moi j'ai dit, enfin si, on va faire des trucs du coup dans ce cas-là. Et en fait, on a fait des trucs, genre on était peut-être les seuls du voyage à avoir prévu des interviews avec tout le monde, avec tous les champions. On était les seuls à avoir fait un jour 1, un jour 2, un jour 3. Enfin, on a été genre, c'était même plus un voyage de presse, c'était carrément genre un reportage, quoi. Et c'était trop bien, c'était la première fois où tu me disais, bah vas-y, fais des trucs en fait. Prends ce con micro. Et c'était trop drôle, c'était trop bien à faire. Et du coup, tu me mets ça dans les pattes en me disant tu peux interviewer des gens. Et donc, cette année qui suit, je me rends compte que je peux faire ce que je veux. Et donc, l'année d'après, tu me dis, tu viens bosser sur Mademoiselle. Et moi, je t'ai répondu, ouais, mais imagine, j'ai pas d'idée. Elle m'a dit ça. J'étais fatiguée après, j'allais faire une sieste pour dire, je vais oublier ce moment, c'est relou, parce qu'en fait, ça fait vraiment des années qu'on travaille ensemble avec ce con de Marion Séclin, et que en fait à chaque fois c'est trop bien. Et elle vient me dire, imagine, j'ai pas d'idée.
J'étais tellement persuadée qu'à partir du moment où j'allais devoir être de 9h à 18h dans un bureau, j'allais être comme ça et j'allais faire. C'est l'histoire d'une pomme. Pas mal, pas mal. Et j'allais être vraiment... Et en fait, non. En fait, je dis d'accord, mais peut-être pas tout le temps. Arrêtez de vous tirer des balles dans le pied. Ouais. Sans arrêt. Arrêtez de vous déprécier. Ouais, on est cons comme des... Arrêtez de croire que vous n'allez pas y arriver. Ouais. Surtout quand il y a un con de chauve en face de vous Ah qui ouais. dit tu peux y arriver. Mais grave. Prenez tous les gens qui vous disent que vous pouvez y arriver et dites-vous qu'ils ont raison. Ok. Fake it. Du coup, j'arrive chez Mademoiselle un peu à mi-temps, un peu quand j'ai le temps. Et je fais des petits formats, je fais des trucs que j'ai envie de faire. J'apprends à monter aussi. Est-ce qu'on peut dire la vérité, c'est que j'ai appris à monter à ce moment-là? Bien sûr. Tu m'as fait une formation. Pourquoi on dirait pas la vérité? Je sais pas, parce que je trouvais ça cool de mentir pour voir, pour me rendre un peu glorieuse. Je savais pas monter, je savais pas filmer moi-même. Et je décide d'apprendre à faire tout ça. Et tu te démerdes super bien. Ouais. Je suis pas mécontente de dire que j'ai vraiment appris ça vite et qu'ensuite ça me faisait plaisir. Et du coup, comme Léa était vachement occupée sur plein d'autres trucs, elle m'aidait à prendre des bricoles et puis je faisais beaucoup de trucs toute seule et j'étais trop fière, pareil encore une fois, 4 ans après tout le monde, de faire « je sais monter ». Et ça mettait plein de cordes à mon arc et ça m'a offert un truc génial de monter mes propres vidéos, ça m'a offert un recul sur mon image de ouf. Ah oui. C'est-à-dire que pendant MacGyver, on l'a bien vu, j'avais absolument zéro problème à me montrer dans mon plus simple appareil. Souvent en culotte. Hein, souvent en culotte, mais au-delà de ça, pas maquillée, les cheveux dégueulasses, avec un truc un peu sloppy, tu sais, un petit peu, petite dégaine un peu sale, je m'en foutais complètement. C'était même limite le truc qui me faisait plaisir, c'était de dire, tu sais combien j'ai d'efforts à faire avant MacGyver? J'en ai 0, j'ai pas 1 minute de maquillage, je fais ce que je veux, j'arrive et c'est moi. Et là, donc j'avais ce recul vis-à-vis de mon image et je savais voir quand je me voyais en vidéo que c'était pas moi tout à fait. C'était moi, mais c'était moi genre il y a 3 jours, donc ça comptait pas. Et quand je me suis montée, c'était encore plus flagrant, je réussissais à me dire, elle est complètement con. Et c'était moi dont je parlais, mais c'était pas vraiment moi, je le prenais pas contre moi. Quand je voyais des plans où je ratais 1000 fois, ou des plans où j'en faisais des caisses, je me disais, oh, elle est chiante. Et j'étais vraiment la comédienne, totalement dissociée du monteur, totalement dissociée de l'auteur. Enfin, c'était fou de réussir à me dissocier comme ça et à me dire, c'est pas moi vraiment, c'était moi il y a 20 minutes. Et surtout, on fait plein de vidéos qu'on monte dans la foulée et qu'on sort dans la foulée. Tu te souviens ? Genre, j'arrive en fin d'après-midi et je fais j'ai une idée. Et à 15h, on écrit, on tourne, on monte et à 22h, on avait une vidéo prête. Et c'était hyper grisant, c'était genre un truc qui marchait tout seul, tu sais, ça s'auto-alimentait. Ta première vidéo, pour moi un peu marquante, t'arrives et tu dis, mais dans cette ligne de en fait, je peux faire ce que je veux. Je pense qu'à un moment donné, tu prends aussi conscience de non seulement je peux faire ce que je veux, mais en plus, je peux dire ce que je veux. Et en fait, quand il y a des trucs qui te gonflent, tu as décidé d'arrêter de t'excuser. Alors, je sais pas si ça va avec la fameuse pilule rouge que tu as prise du féminisme au fur et à mesure de peut-être côtoyer de plus en plus l'équipe MAD. Clémence surtout. Clémence a eu un impact sur moi, mais elle s'en rend pas compte, je pense. Mais Clémence, elle a eu un impact fou, c'est-à-dire que Clémence, présentement, est en train de pleurer devant cette vidéo. Non, oh non, la pauvre. C'est sûr. Mais Clémence, je l'ai rencontrée à peu près au moment où je suis rentrée chez Mademoiselle, où je t'ai rencontrée. Et en fait, déjà, elle était tout le temps en train de rire. Et ça, c'était fou. Et ensuite, quand je discutais avec elle, je me sentais débile. C'est-à-dire que je me disais, genre, moi, je suis la con qui dit, ça se fait pas, c'est pas juste. Et elle était là en train de dire, en fait, oui. Et du coup, elle mettait des mots dessus. Et Clémence, elle a pris mon esprit et elle a fait, regarde. Et elle l'a déplié comme ça, en plein d'accordéons hyper longs. Et c'était fou parce que du coup, Mimi aussi a fait ça. Mimi, c'est pareil, elle le sait pas. Mais Mimi, elle a mis un truc un peu positif dans ma manière de voir les choses et de penser. J'étais assez négative, j'étais assez... Et je me souviendrai toujours de réflexions que Mimi faisait et je me disais, putain, c'est trop juste, c'est trop bien pensé, c'est trop cool. Et je me surprenais à avoir envie d'apprendre de tout ça et de ces nanas-là surtout, qui avaient une manière d'en parler que je trouvais absolument formidable. Et j'ai vachement été inspirée par elles dans cette manière que je peux avoir aujourd'hui de soutenir les autres meufs et de me dire, déjà ça c'est un truc, je lutte quotidiennement pour pas enfoncer les autres meufs. Sauf une, mais je dirais pas qui c'est. C'est une blague. C'est une blague préférée. En ce moment, c'est ma blague préf. Mais ça a été fou.
Et donc effectivement, j'ai pris la petite pilule rouge du féminisme et je commençais à être pas contente des choses. Et plutôt que de dire... C'était bizarre, j'arrivais pas à me défendre moi personnellement. J'arrivais pas à dire « Hey, tu me traites pas comme ça en fait. » Genre « Non, tu me traites pas comme ça. » Par contre, j'arrivais à dire « Hey, tu crois vraiment qu'on va présenter les femmes comme ça? Tu crois qu'on a envie de donner cet exemple-là » Et c'était vachement plus facile de me cacher derrière un grand drapeau. Le drapeau qui disait « Je défends toutes les femmes, j'en fais partie, mais je défends toutes les femmes. » Alors que dès qu'il s'agissait de dire excusez-moi, respectez-moi, j'étais là, non, les pauvres, ils n'ont pas dû faire exprès, tu vois, je trouvais des excuses. Et ça m'a donné un moteur de fou aussi à un moment, à partir de la friendzone. En plus, c'est ça qui était drôle, c'est que dans la friendzone, j'avais un message relativement féministe à faire passer, j'avais un message c'est pareil, j'ai écrit le sexe fort. Elle a été récupérée et remasterisée par des gens, mais c'est moi qui ai écrit le sexe fort à la base. Et c'est une vidéo dans laquelle j'essaie de déconstruire un peu le fonctionnement des inégalités entre les hommes et les femmes. Alors c'est des bribes de moi, ma manière de voir les inégalités, mais en vrai c'était ça quoi. Et un jour tu viens raconter une anecdote à la rédac. Ah oui, trop bien! T'es féministe? T'es féministe mais tu suces. J'étais en tournage et mon collègue, et on faisait des blagues. Et je parle de pipe. Parce que pourquoi pas, c'est un sujet de conversation comme un autre. De pipe de fellation. De pipe de fellation, bien sûr. Pas de... Et mon collègue masculin qui joue avec moi me fait « Ah, t'es féministe, mais tu suces !» Et moi, j'étais là. Par rapport à quel moment où j'ai dit que non? Enfin, quand, par exemple? Et je me suis dit, c'est fou le nombre d'idées reçues qu'il y a sur le féminisme. Et surtout, j'arrivais pas à comprendre leur origine. J'arrivais pas à comprendre pourquoi être féministe, dans les termes, nous empêchait d'être libres de tout. Mais de tout. Parce que c'était ça, moi, dans ma tête, le féminisme et l'égalité, c'était « je veux la même liberté qu'un mec ». Mais je veux que les mecs aient la même liberté que moi aussi, dans ce cas-là. Je veux qu'on ait tous les mêmes libertés, de faire ce qu'on veut. Justin Bieber, il pose torse-poil dans des avions sur son Instagram. Moi, je veux pouvoir poser torse-poil dans des avions sur Instagram sans que ça fasse bêler personne. Tu vois, pourquoi pas moi? Pourquoi pas aussi? Je veux avoir les mêmes chances à l'embauche, je veux qu'on me coupe pas la parole, je veux qu'on me laisse de la place dans le métro, enfin voilà, je veux juste les mêmes choses. Et les mecs, ce serait cool qu'ils puissent chialer devant la Reine des Neiges s'ils en ont envie et qu'on remette pas tout le temps en question ce qui fait de nous des êtres biologiquement différents. Donc dans ma tête, c'était absurde de me dire « mais t'es féministe et tu suces ?» Et j'étais là « mais évidemment, mais 1000 bits s'il le faut, enfin ça n'a rien à voir ». C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, je veux juste la même liberté. Pourquoi pas? Et donc tu racontes ça à table? Je raconte ça à table, alors là, barre de rire, tout le monde... Non, je sais plus ce qui s'est passé après, faut que tu me racontes. Bah en fait, tu racontes ça... Tu peux vapoter? Vas-y, vapote. Tu racontes ça à table et je sais plus, quelqu'un dit tiens, ça serait cool de lancer un hashtag. C'est toi, non, qui me dis ça? Ah, je sais plus. Je crois que c'est toi qui me dis, bah t'as qu'à demander sur Twitter si d'autres gens ont eu des réactions comme ça. Ah, c'est moi. Ouais, c'est toi. On crée avec mon compte Twitter un tweet. On crée un tweet. J'ai l'impression d'être ma maman. On fait un tweet. On tweet. Est-ce que vous avez déjà eu des réflexions à côté de la plaque sur le féminisme? Si oui. Rep. Petit héros. 2 secondes. Si oui, attends pour moi. Si oui, utilisez le hashtag #TFéministe mais et dites-moi de quoi il s'agit. Je prépare une petite vidéo, lol, cool. J'ai évidemment plein de réponses de plein de gens de partout, des garçons, des filles, des chats, des oiseaux, qui me disent. Alors la plupart des réactions, c'est t'es féministe, mais effectivement t'as une libido, ou t'es féministe, mais t'es pas moche, t'es féministe, mais tu prends soin de toi. Enfin, on a plein de réflexions qui parlent du physique énormément. De gens qui disent apparemment quand on est féministe on est supposé ressembler à un truc particulier et on peut pas être féminine ou sucer des queues a priori. Et donc on fait cette vidéo que Clem écrit avec moi, enfin que j'écris et que Clem retouche parce que je sais que j'ai ça par rapport à elle, c'est que moi j'écris avec mes tripes immédiates et elle sait ensuite comment les réseaux sociaux digèrent les informations et elle sait ce qui va en ressortir. Donc elle fait le travail de clouter en disant ça quand tu le dis, tu vas avoir des détracteurs donc non. Puis on fait ce boulot là, faire attention. Puis finalement on tourne cette vidéo et quand elle sort, elle est reçue par des oh là de gens qui s'esclavent, oh mon Dieu on attendait cette vidéo.
Et ça, c'est vrai, il y avait plein de nanas qui la partageaient en disant « Ah, bah voilà, j'arrête pas de le dire ». Parce qu'en fait, j'avais pas inventé l'eau tiède, mais j'avais dit tout fort un truc que plein de gens pensaient et qu'on dit nulle part, parce que bah, déjà être féministe, c'est dégueulasse. Pardon, mais ça me dégoûte. Et donc, on n'avait pas d'endroit où on pouvait dire des choses, où ces endroits-là, c'était des endroits niches, en fait, où les nanas de 15 ans qui sont au collège vont pas, quoi. Donc nous, on était mademoiselle, et on était pour tout le monde, et on était en train de dire hey, peut-être, venez, vous comprenez le féminisme, c'est cool. Et ça, c'était trop intéressant aussi. Vient ensuite la fameuse vidéo sur le harcèlement de rue. Tu sais, tu te souviens? Pas de quoi tu parles. Laquelle? En fait, dans la foulée... Tu te souviens? Je sais pas si tu te souviens. Je sais pas si je me souviens. Ouais. Dans la foulée de cette vidéo, il y a un truc qui te gonfle un jour. Il y a un truc qui me gonfle, c'est le victim shaming. La drague de rue me gonflouille, mais surtout le victim shaming me gonfle. Parce que c'est vraiment ça la base de l'idée. C'était venez, on arrête de dire que c'est de la faute des victimes à chaque fois, ou que c'est pas de la faute de l'agresseur. Parce qu'en vrai, la vidéo, quand tu l'écoutes pas en diagonale, elle parle que de ça. Elle parle que des réactions face au harcèlement. Elle parle que des réactions face à t'avais une jupe, ouais, mais il était bourré, bah, t'as qu'à pas sortir tard, mais t'as qu'à pas. C'était que des t'as qu'à pas, finalement. Et donc on fait la même chose, on lance le hashtag t'as été harcelé, mais. Et ça s'est pas très bien passé. Ça s'est passé moins bien qu'on l'espérait. Bah, au début, ça se passe bien. Vite, ça se passe mal, non? Oh, je me souviens plus. Le temps passant, tu finis par être prise en grippe, n'est-ce pas? Par toute une cohorte de gens. C'est comme quand tu lis un mail ou un texte et que dans ta tête, t'es convaincu que la personne, elle est vénère. Oui, c'est ça. Ouais, dans ta tête. Et en fait, quand tu en parles à la personne, juste la personne, elle disait des trucs hyper de base. Oui. Et je pense que tous les gens, après la vidéo T'es féminismé, cette vidéo-là, se disent ok, en fait, la meuf, c'est la féminazie de base et en fait, elle est en colère. Et alors, je pense qu'à l'époque, t'as de la colère en toi. Oui, bien sûr. J'en ai toujours. Enfin, on va pas se mentir, j'en ai toujours. Et je pense que je suis un peu en colère parce que tant que ces inégalités feront feu de tout sens, je serai pas sereine. Mais moi, quand je l'écris, j'ai pas l'impression d'être méga vénère. Voilà. Et quand on la tourne non plus. Et en fait, tout. T'es juste dans un truc de... Bah, en fait, peut-être on peut arrêter parce que quand t'es un mec, dis-toi juste, peut-être c'est la 10e fois. Je pense pas que dedans tu dises... Arrête, ne le fais pas, surtout machin. En fait, on avait un dilemme, c'était que pour moi, évidemment, la drague de rue, c'est pas du harcèlement de rue, c'est pas du tout la même chose. Le problème, c'est que la limite, elle est transparente. Genre, elle est surtransparente. Et le nombre de fois où des gens bien intentionnés sont venus me draguer et ça s'est avéré en fait être agressif et me mettre mal à l'aise, la vraie question, c'est du coup, moi, je voulais pas écrire un guide de drague de rue. Je voulais pas dire aux gens, attention au harcèlement, c'est de la drague si la fille t'a regardé 2 fois. Tu vois, il n'y a pas de guide pour draguer quelqu'un dans la rue, il n'y en a pas. Donc en fait, le plus prudent, potentiellement si t'emmerdes la personne en face, parce qu'il y avait ça aussi, on se pose jamais la question si on emmerde la personne en face. En général, on s'en bat les couilles, juste on y va, parce qu'elle est bonne. Parce qu'en plus, on va pas se mentir, c'est pas sur des... On lui demande pas c'est quoi son auteur préféré avant de lui demander son numéro dans la rue. On la voit, on la trouve bonne, on va lui parler. C'est ça l'histoire. Du coup, moi je me dis, je vais pas faire un guide sur... Il y a des moments où tu peux aborder quelqu'un parce que tu sens que tu peux l'aborder, mais quand tu arrêtes quelqu'un dans sa lancée, potentiellement tu l'emmerdes, mais ça me semble normal en fait. Ça me semble... dans ma tête, ça me semble logique. Et surtout, je demande juste aux personnes pas concernées de se mettre à la place des personnes concernées 5 minutes et de se dire, peut-être, ouais, ils peuvent éviter. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens que ça fait chier, dans le doute. Penser à l'autre, à un autre être humain, avec des envies. Bon, c'est pas du tout perçu comme ça. En fait, je pense que ça arrange ces personnes-là de te percevoir comme la féminazie de service et comme l'hystérique, la féministe hystérique, et te colle cette étiquette-là et démarre pour toi une aventure rocambolesque. Ce qu'on peut appeler, ce qui a fini par... T'as fini par décerner le titre de championne de France de cyberharcèlement. Cette vidéo est le théâtre d'un déferlement en tout cas les commentaires d'un déferlement de haine, comme j'en ai rarement vu moi sur
sur Internet, en tout cas en France, peut-être aux US ça s'est déjà passé, mais On n'y est pas. j'avais jamais vu ça. Des appels au viol, des appels à la mort, des appels au suicide, et bon, ça continue, hein, c'est pas comme on est en train de parler de ça comme si c'était au passé, mais Oui. ça continue. Ah oui, je viens de lancer une chaîne YouTube. C'est un peu moins fort, mais effectivement, tu as lancé une chaîne YouTube. Ah, j'avais qu'à pas lancer une chaîne YouTube, tu sais. Voilà. Ça dépasse les simples commentaires de cette vidéo, parce que ça vient aussi sur tes propres réseaux, ça se passe aussi dans la rue, des gens qui t'interpellent pour te dire Marion Séclin, machin, Ouais, pas dans la rue, au qui calme. t'insulte, etc. Donc il y a un moment donné où ça dépasse le simple truc de juste l'internet, quoi. Et en plus, l'internet, comme tu le dis, c'est la vraie vie. C'est vrai. C'est pas juste parce que c'est internet que ça compte pas. Non. Tu subis pendant, on va dire, 1 an, l'intégralité de tes vidéos que tu peux sortir, que ce soit sur Mademoiselle ou sur France 2, par exemple, parce Ouais, qu'entre-temps, tu Ouais, as juste cette après. opportunité d'aller sur France 2, Ouais. sont blindés de pouces rouges. Ouais. Mais blindé, pas blindé, genre, il y en a beaucoup. Genre, blindé, il y en a plus que la majorité, et c'est au-delà d'être écrasant. Et ça, c'est ta vie. Ça, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Mon quotidien, c'est de serrer les fesses tellement fort avant de poster quelque chose. Mais quand je dis quelque chose, je veux dire de la moindre photo Instagram de mes chaussures, en passant par un tweet où je dis hey, il pleut, en passant par tout, en fait. Tout. Même sur Snapchat. Même sur Snapchat, qui est quand même un des réseaux à l'époque où je l'utilisais encore, qui était quand même relativement fait pour être sympathique, quoi. Ou pour envoyer des dick pics éventuellement, mais voilà. C'est devenu genre le flip ultime de me dire genre quand est-ce que je vais refaire quelque chose, quand est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose de ma vie où je ne serai pas poursuivie par ça. Et puis ça me crée une haine qui n'est pas à moi en fait, ça me met en colère, comme si toute cette haine que je recevais, on me la donnait. Et donc j'étais vraiment, j'étais, oh là là, qu'est-ce que je me demandais. Et puis j'avais des coups comme ça, où j'avais des coups de morale de ouf, où j'avais juste bien râlé pendant un jour entier, et le lendemain, j'étais en mode « je vais tout niquer ». Comme si je regagnais foi, comme si j'avais besoin de jours pour me vider, et paf, j'étais reloadée. Mais ça a été difficile de savoir ce que j'allais faire de ma vie, parce que j'avais l'impression que les gens pour qui je faisais ça, ils n'étaient pas là en fait. C'était ça le pire, c'était pas tant que des gens me détestent venant de nulle part, parce qu'il y a un moment où on s'y fait. Depuis les vidéos de Jérôme, des messages sur mon cul ou sur le fait que je suis bonne ou pas, j'en reçois, des sales putes, j'en reçois. Alors les premiers que tu reçois dans toute ta vie, sous les premières vidéos de Jérôme, ils m'ont fait un truc. Je me disais, oh, c'est trop bas, pourquoi les gens disent que je suis une sale pute? Puis en fait, on s'y fait. Et puis les vidéos, et puis ensuite tu t'habitues à un nombre infernal de commentaires désobligeants. Puis ensuite, on a fait la vidéo sur T'es féministe mais tu suces, et là c'était pareil, il y avait vachement de commentaires haineux. Mais on savait en fait, c'était comme si on savait, c'était comme si on s'était fait à l'idée. On se disait, ah ben voilà, c'est comme ça, bon, c'est pas un problème. Et là, c'était particulier, c'est-à-dire que c'était des gens qui cherchaient pas juste à me dire t'as tort, c'était des gens qui voulaient vraiment que je me taise, qui voulaient que je sois réduite au silence, et qui iraient partout pour me poursuivre, pour que je ferme ma gueule. On fait des vidéos ensemble à Cannes avec Lou. Ah, Lou! Où on lance le concept Sister Sister. Ah, c'était trop bien. C'était trop bien. Et l'intégralité des vidéos où vous parlez ensemble de sexe, d'éducation sexuelle, on a une série en fait où on parle de porno, où vous parlez de porno, d'éducation sexuelle, d'orgasme, etc. Systématiquement, elles sont visées parce qu'en fait, vous êtes en train d'exprimer un point de vue de liberté, oui, tout simplement, autour des joies du sexe et de votre corps. Et systématiquement, en fait, vous êtes les putes de service. Et c'est pas faux en même temps. de l'extérieur, en fait, moi, je te sens sortir de ce truc-là, petit à petit, et notamment au mois de mai, où on se retrouve effectivement à Cannes, où tu t'écris cette super vidéo qui s'appelle Wear Sunscreen, que je vous invite vraiment à regarder, où on tourne ça ensemble dans une ruelle de Cannes. Tu me parles de cette anecdote de ce texte qui s'appelle... qui s'appelle Wear Sunscreen d'ailleurs. Je l'avais traduit en fait. On est arrivé à Cannes, j'avais pas prévu de le faire et je l'ai traduit dans la première journée pour pouvoir le tourner à un moment. Et je me souviens que c'est vraiment... peu de temps avant, ça m'a marqué. C'est un truc que j'avais entendu déjà et je me dis mais pourquoi aujourd'hui ça me marque?
Et c'est comme si j'avais ces paroles dans ma tête depuis longtemps, puisque c'était dans la bande originale de Roméo et Juliette, qui date quand même de 97, je crois. Donc je grandis avec ça dans mon iPod, et j'écoute, et comme je parle bien anglais, je le répète, et je fais « Ah, c'est super, c'est des mots ». Puis ça fait blablabla, blablabla dans ma tête. Et là, j'arrive à un point où je me dis, à peu près en mai justement, j'étais partie à Londres pendant le 2e tour des élections, et j'ai réécouté ça en marchant, et je me suis dit, oh putain, toutes ces années je savais ça et je l'appliquais pas du tout. Et je me suis sentie complètement contente en fait d'avoir redécouvert ce texte-là, et je me suis dit, ce serait bien que ça le fasse pas pour d'autres gens. Que plein de gens se disent, mais des bons conseils j'en avais plein, seulement je ne les écoutais pas, tu vois. Et donc on le traduit en français et on le fait. Petit à petit, je te sens prendre du poil de la bête par rapport à ça. Et je pense aussi que tu avais, de l'extérieur, en fait, enfin, on en a parlé, je ne vais pas faire comme si j'étais en train de le découvrir, mais tu avais un peu du mal à revenir sur Mad aussi, parce que Mad, c'était un peu le théâtre de ces sauts de caca que t'as Ouais, en fait, j'en voulais... reçu. Ouais, j'en voulais, mais j'en voulais plus j'en voulais au public de Mademoiselle. C'est-à-dire que c'était ce public-là pour qui, depuis 5 ans, je me donnais, je me censurais, je faisais en sorte d'intégrer tout le monde, que personne se sente à la porte, où il y a plein de blagues que je faisais pas parce qu'il fallait pas blesser la personne qui aurait un cousin par alliance qui potentiellement... même les blagues sur le Languedoc-Roussillon, j'avais pas le droit de les faire, tu vois, c'était vraiment, j'étais là... Je vais le respecter parce que le public de Mademoiselle, il est exigeant. C'était ça qui me blessait, c'était de me dire... Il y a tous ces gens pour qui je le fais à la base qui sont pas là, en fait. Et je voulais pas non plus revenir. Je voulais pas leur dire, en fait, vous pensez que... Excusez-moi, mais vous pensez que je suis un surhomme? Vous pensez que je vais me faire chier sur la gueule? Que vous allez pouvoir profiter des vidéos où je fais des petites blagounettes? Et où vous allez rien devoir... en fait, j'étais frustrée, j'étais en colère. À leur décharge, on avait décidé ensemble de pas mettre en scène ce harcèlement. Bien sûr, mais je veux dire... Et ils ne pouvaient pas le savoir. Non. Mais dans une certaine mesure, c'est comme... c'est juste que ça m'a remise à la place, moi aussi, en tant que consommatrice de contenu, de dire, même si la personne que tu regardes, elle n'est pas en train de subir le pire moment de sa vie, juste soutiens-la, en fait. Parce que n'oublie pas que ça t'est pas dû. Tu vois, il y a un truc aussi, ça qui me frustrait, c'était « Ok, on l'a pas mis en scène, c'est vrai. » Et moi-même, je me rendais compte qu'en tant que consommatrice de contenu Internet, j'étais pas présente, j'étais invisible. Alors je regardais machin, il me faisait rire, je regardais des trucs, il était rigolo, mais ça me semblait normal de me faire rire en fait. Je suis le public, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas juste. Et je me suis dit, c'est ça qui me manque aussi. C'est des gens qui, de leur plein gré, par eux-mêmes, se diraient, c'est quand même sympa, je vais lui dire que je l'encourage. Et ça me frustrait, mais t'as raison, on l'a pas mis en scène, donc on n'a pas demandé. Mais en vrai, au fond de moi, je me disais, je vais retourner sur Mademoiselle et je vais avoir le droit aux mêmes commentaires. Ah, t'as dit ça sur le Languedoc-Roussillon, c'est trop chiant parce que moi, je connais quelqu'un... Et c'était ça en fait. Et ça c'est de l'appropriation culturelle, et ça c'est ceci. Et moi je voulais plus. C'est pas comme si mon contenu était une récompense, mais tout ce que j'ai toujours fait, je l'ai toujours fait pour les nanas de Mademoiselle, mais toujours. Je l'ai toujours fait pour leur donner ce que moi j'avais pas eu. Que ce soit en termes de détabouisation des choses, que ce soit en termes d'éducation sexuelle, que ce soit en termes de m'assumer. Je me suis fait croire que je m'assumais pour justement dire à ce public-là, je m'assume, assumez-vous aussi. Puis un jour, ça a marché, je me suis assumée, et ça, c'était cool. Mais en vrai, la base de mon envie, c'était vraiment ce public-là, uniquement de le toucher, de lui dire « viens, on arrête d'être con ». Et ça me frustrait de me dire « Bah non, enfin, je vais pas me mettre en danger. Pour qui, pourquoi ?» Voilà, j'avais ça aussi dans ma tête, à des moments. Qu'est-ce qui t'amène sur la scène du TEDx, à ce moment-là? Une coïncidence rocambolesque. Je reprends contact quelques mois auparavant avec une amie de lycée à moi qui s'appelle Dalia. Et elle est photographe, elle fait des vidéos et tout. Et elle me dit « Ah, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Béatrice Duboisset qui organise le TEDx Woman. Et je lui parlais de toi et elle aimerait bien te rencontrer. » Et je réfrène un rot encore une fois, je réfléchis pas. Je suis désolée, j'ai du gaz. Et je lui dis « Ah, ok, carrément, mais pourquoi faire ?» Et elle me dit « Bah, je lui parlais de ton harcèlement et elle organise une session en novembre, mais genre on était en septembre. Donc moi je me dis « Oui, c'est pas une perdue pour novembre, non. Je vais la rencontrer, c'est cool. »
Je la rencontre très vite et je lui raconte mon histoire. Elle m'écoute. Elle me dit d'accord, très bien, ok. Puis elle me dit, est-ce que tu penses que tu pourrais m'écrire un petit truc, tu pourrais me... pour voir quoi. Et moi j'étais en mode, ouais, enfin sauf que c'est dans un mois quoi, donc je vois pas ce que je vais pouvoir faire en un mois, madame. Et je lui ai écrit des trucs, je suis assez inspirée, je sais de quoi je veux parler, il y a plein de sujets que j'aimerais aborder. Et puis je t'avais dit aussi un peu avant, j'ai pas envie d'en parler publiquement de ce truc-là parce que j'ai pas envie que des gens me découvrent par ça. J'ai pas envie d'être Marion, la meuf cyberharcelée. Genre je détesterais ça. Après tout ce que j'ai accompli professionnellement, après tout ce que je suis capable de faire, tous les scénarios que j'écris, toutes les idées que j'ai, tout ce que je joue, ce serait quand même carrément chiant que la seule chose pour laquelle on me connaisse, c'est parce que je me suis fait bolosser. Du coup, je me dis, je vais peut-être pas lui parler de ça, et elle me dit, moi ça m'intéresse, puisqu'on va parler d'égalité dans l'espace public, donc j'aimerais bien que tu parles d'Internet, vu que Internet est un espace public aussi. Et moi je fais, ouais, peut-être. Puis je commence à écrire des trucs, et elle me rappelle, et de fil en aiguille, elle me dit, en fait, tu fais partie des... On était 25, elle me dit, tu fais partie des 13 derniers qui vont faire un TED dans 2 semaines. Bonsoir. Et j'étais là, ok. C'était une des rares fois dans ma vie où je savais que je l'avais avant de l'avoir. Je l'avais dans ma... Je suis rentrée dans le truc en disant, ok, je vais faire un TED. Je vais faire un TED. Et je prenais en compte le fait, même quand j'ai pas eu même avant d'avoir la validation que je le faisais, je savais que je l'avais. Parce que je le voulais du plus profond de mon être. Parce que je me disais dans ma vie, je veux avoir fait un TED. Alors je sais pas sur quoi, hein. Potentiellement, ça aurait pu être sur la poterie. Mais je savais pas et je savais que c'était sur ma bucket list. Et du coup, j'ai fait un TED. T'as fait un TED pour parler notamment de ça, c'est-à-dire d'inciter les gens à mettre des commentaires sympas. Bien sûr. D'inciter la majorité silencieuse à dire des trucs, ouais. À mettre des cœurs, à exister, quoi. À dire merci ou à même critiquer de façon bienveillante. Parce que ça c'est cool aussi, la critique constructive. Je pense que t'es pas contre la critique constructive, non, Marion. Pas du tout. C'est vrai qu'après ce qui m'est arrivé, il y a eu un stade où il y avait des critiques constructives entre 2 menaces de viol, j'avais pas envie de les lire. Je vais pas te mentir. C'est entendable. Mais surtout venant de mes proches, par exemple, venant des gens que je connais dans la vraie vie, celles où on peut se voir de visu. J'avais pas envie, en fait, de discuter. J'ai envie de dire, en fait, là, pardon, mais je sais que j'ai eu tort. Je sais apparemment que ce que j'ai dit, c'était pas bien. Donc, en fait, je te propose de bien aller te faire enculer. Mais voilà, c'était... Bien sûr que je suis pas contre la critique constructive. Pourquoi tu dis que t'as eu tort ? Sur quoi t'as eu tort ? Non, mais moi, j'ai pas eu tort, mais c'était ce qu'on me disait. Les gens te disaient que t'avais eu tort, oui. Oui, les gens me disaient que j'avais eu tort ou que j'aurais pas dû, tu sais, parce que c'est de ma faute. Ce TED a eu quel effet sur toi ? C'était ouf, parce qu'en fait, j'ai ressenti une joie ultime à le faire, une satisfaction énorme à être sur scène et à dire ça. J'avais écrit un truc dont j'étais terriblement fière dans la manière dont il était construit. J'étais trop contente. Et là, après ce TED, j'ai un énorme syndrome postpartum. Genre, j'ai plus de but dans la vie. Adieu. Et je commence à retomber un peu dans le seum. Puisqu'en plus, c'était pile au mot, mais vraiment pile, c'est-à-dire qu'on parle de 2 jours près, pendant l'histoire de l'aventure de Nadia Dam. Et où j'entends tous les médias dire le cyberharcèlement, ça se fait pas trop. Et moi, j'étais là. Mais, genre, vous étiez où ? Vous étiez où dans le monde quand ça arrivait à des gens qui n'étaient pas vos copains ? C'était fou, en fait. Et le plus important dans mon message, c'était vraiment de dire aux gens, existez. Mais pas que sous cette vidéo, existez dans la vie. Genre, vous êtes un gars sympa, montrez-le. Montrez-le parce qu'on ne va pas le deviner, en fait. On ne peut pas le deviner. Et surtout, je voulais surtout qu'on noie la négativité dans le positif. Je voulais surtout me dire que j'imaginais que les commentaires, c'était comme une grosse foule. Et t'imagines une horde de gens au concert de Green Day, il y en a 5 qui crient « bouh ». Si tout le monde se tait, on n'entend que ça. Maintenant, il y en a 5 qui crient « bouh » et tous les autres qui font « ouais ». On n'entend pas les 5 pecnos qui crient « bouh ». Et c'était ça mon idée, c'était on peut les noyer, mais pas forcément écrire un message qui dit « je vois bien que des gens te détestent, mais moi je t'aime ». Non, c'est pas ça. C'est juste noyons-les avec l'indifférence qu'on peut leur porter, tu vois. C'était ça que je voulais dire. Et je referais bien un TED pour réexpliquer ce que je voulais dire dans mon premier TED, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, je me dis, il tombe à pic, et ensuite, il sort sur Internet, et c'était ça que j'attendais, c'était de pouvoir le montrer à tous les gens qui n'avaient pas pu venir le voir. Cette vidéo a aujourd'hui presque 500 000 vues, je pense. 419 000...
Mimi en a écrit un super article, puisque bien sûr, quand la vidéo est sortie, c'est ce que j'adore avec Internet, c'est que parfois il y a l'illustration même de ce qu'on est en train de montrer, c'est-à-dire on est en train de démontrer un harcèlement, cyberharcèlement, et à l'intérieur des commentaires, ça insulte, ça envoie se faire mourir, se faire suicider, se faire violer, etc. Ça a lancé une vague, et aujourd'hui je sais même plus à combien t'as de... En fait, c'est bon, on les a... Oui, mais on les a pas juste bien nus, on les a surécrasés en fait. C'est-à-dire que j'avais peur d'une chose, c'était en demandant aux gens de communiquer leur satisfaction, non pas sous cette vidéo, mais sous toutes les vidéos dont ils étaient satisfaits, desquelles ils étaient satisfaits, et j'apprendrai à parler français dans un second temps. C'était juste prendre le réflexe de le faire systématiquement, de se dire, c'est pas juste sous cette vidéo parce que la meuf elle le demande. Non, j'étais pas en train de quémander du like, j'étais en train juste de dire, attention, si vous n'existez pas, vous n'existez pas. Et là, on n'est pas sur une majorité, on est sur genre une écrasante majorité. On est combien contre combien ? 42 000 contre 6 000. T'as quand même 6 000 connards qui sont capables, en France, hein, bien sûr, qui sont capables de venir dire « Ah ouais !» Oui. Voilà. En vrai, ils sont un peu plus que 6 000, mais c'est cool de savoir qu'ils sont que 6 000. Bon, il y a sans doute des multi-comptes, hein, parce qu'on sait comment ça marche. Oui, c'est-à-dire que, en plus, parce que YouTube permet de pouvoir faire X comptes différents et qu'en fait, tu peux, quand tu es vraiment complètement starbé, d'avoir envie de dire en fait, je vais créer 10 comptes et en fait, avec 10 comptes, je vais mettre 10 pouces rouges au lieu d'un seul. Voilà. C'est-à-dire que c'est la vie de ces gens, il faut le savoir. Je ne pense pas que les gens le sachent derrière, mais nous, en tant que modérateurs, on les voit, on sait qui ils sont, et en fait je pense que c'est important aussi de venir communiquer dessus sur la pratique de ces osos, quoi, de ces gens qui n'ont rien d'autre à faire que de, à un moment donné, vouloir te nuire. Pour moi, c'est un peu la cour de récré, où t'as, tu sais, les gamins qui sont un peu intéressés par cette fille qui est intéressante et qui est populaire, et en fait que t'as envie de peut-être dont t'es amoureux secrètement, t'oses pas te l'avouer. Et en fait, tu sais pas comment faire d'autre pour lui porter de l'attention que d'aller l'emmerder. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bah oui. Et pour moi, t'as été un peu victime de ce truc de con de base qu'on apprend aux petits garçons. En fait, si tu sais pas comment faire pour plaire à une fille ou pour intéresser une fille, en fait, taquine-la, embête-la. Donc là, t'as la version hardcore plus. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est drôle ce que ça a apporté ses fruits, vu que je suis maintenant mariée à l'un d'eux. Non, c'est faux. Bah non, ça marche pas. J'aurais trouvé ça trop drôle. J'ai rencontré un rageux et c'est vrai que quand il m'avait dit « je te viole », je trouvais ça vachement émouvant, donc j'ai dit « je vais te rencontrer » et puis là, coup de foudre. Cette histoire n'existe pas. Et j'ai un deuxième truc en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie et dans ton début de carrière qui tournent autour du combat, qui tournent autour de « je vais me battre », qui tournent autour de... En fait, on me fout des obstacles. T'as dit souvent tes parents te mettaient des obstacles. Et je pense que cette histoire de cyberharcèlement, c'est un obstacle de plus. Ce qui me fascine chez toi, c'est que tu as cette capacité... Alors parfois tu fais parce que c'est pas facile, putain. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile à vivre un cyberharcèlement. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Et je te dis pas ça pour te victimiser, parce que je pense que c'est surtout pas ça que tu as envie de faire. Non. Mais en fait, t'en sors tellement grandi. De ouf. J'en sors avec... Ouais, j'en sors tellement 1000% au-dessus. Alors ça veut pas dire qu'il y a des choses qui me touchent plus du tout et que ça y est, c'est juste, j'en sors avec j'ai eu tellement peur en fait, j'en ai tellement chié que j'ai plus envie de perdre de temps en fait, mais sur rien, dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, dans tout. Maintenant, ça y est, je sais quelle est ma valeur, et le fait de me faire surbolosser par des gens que je connais pas me fait me dire, mais qu'est-ce que je vais... Enfin, je peux rien faire d'autre de toute façon. J'ai pas envie de faire autre chose. Donc, j'ai cette chose précieuse qui est l'existence, le pouvoir de diffusion et les ambitions et les convictions. Ben dans ce cas-là, je vais les utiliser. Parce que sinon, je suis finie. Et j'ai autre chose à foutre que d'être finie. J'ai vu un truc qui m'a fait rire, parce que la plupart des gens que je rencontre à partir de maintenant me disent... Waouh, je sais pas comment t'as fait pour subir tout ça. Et en fait, je sais pas comment j'ai fait. Et j'ai vu une citation qui disait « Tu sais pas que t'es courageux jusqu'à ce que t'aies pas d'autre choix. Tu sais pas que tu peux survivre à ça
jusqu'à ce que ton seul choix, ce soit de survivre à ça. Donc moi, je me suis pas posé la question devant le truc en me disant, enfin, j'ai juste fait, en fait. Je suis allée au gré de ce que je pouvais faire, je me suis laissée tirer par des choses, j'ai été entourée de gens merveilleux. C'est le moment où tu pleures? Oui. Oui. Parce que j'ai vachement de chance quand même. J'ai vachement de chance d'être entourée de gens vraiment, vraiment exceptionnels qui m'ont tellement porté fort et qui m'ont jamais lâché une seule seconde. Et je me dis que sans ça, clairement, j'aurais pas pu continuer rien de ce que je voulais faire dans ma vie en fait. J'aurais fait autre chose, j'aurais ouvert une boutique Etsy ou j'aurais fait des pins, mais j'aurais jamais fait tout ça et surtout j'aurais jamais eu cette force-là. Et en fait, genre, il n'y a pas de secret, ça vient pas de manière magique. Juste, à un moment, ça vient et t'as pas le choix et tu le fais. Et j'ai vraiment eu dans ma vraie vie des gens tellement ancrés, tellement forts que maintenant, en fait, tous les gens qui m'ont chié dans les bottes, que ce soit dans les commentaires ou dans ma vie sociale, je sais pas, merci quoi. C'est cool. Ça m'a permis de savoir m'entourer, ça m'a permis de savoir aussi aimer correctement les gens qui étaient aimables vraiment dans le sens qu'on peut aimer. Ça m'a permis de plus m'entourer de cons et ça fait un bien fou, ça a fait une purge énorme. Et ça a l'air un peu condescendant ce que je dis, mais ça m'a permis de me dire franchement, je vaux mieux que ça, quoi. Je vaux mieux que me laisser bolosser, parce que c'est pas juste. Et clairement, je me tairai jamais. Là, en fait, ce qui me fait rire maintenant, c'est de me dire, allez-y, amenez un truc, amenez un obstacle qu'on rigole. C'est quoi la prochaine étape de la vie? C'est quoi le prochain truc où je vais en chier? Allez-y, amenez-le, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose que je pense que je peux pas surmonter. Mais je m'en serais jamais rendu compte sans ça. Toute ma vie, je me suis vue comme une petite chose fragile et qui avait besoin d'attention et de tape dans le dos. Et en fait... Tellement pas ça. J'ai pas eu des tapes dans le dos, j'ai eu beaucoup de taquets derrière la nuque. Et j'ai fait, en fait, ça va. Tu dis que tu as de la chance parce que tu as été entourée, mais en fait, tu l'as dit après, tu as dit que tu as su t'entourer. Oui. Et je pense qu'il faut que tu comprennes ça, c'est-à-dire, et que tous les gens qui sont derrière leur écran et qui regardent ça le sachent, c'est qu'en fait, c'est important de savoir s'entourer. Et que c'est toi qui as décidé à un moment donné de savoir t'entourer. C'est pas de la chance. Bah si, parce qu'en fait, ouais, si, je vois ce que tu veux dire, mais il y a un côté de moi où je me dis, il n'y a pas des nouveaux gens qui sont rentrés dans ma vie et qui m'ont... Attends, j'enlève ma morve. Ça brille après, c'est dégueulasse. C'est bon. Il n'y a pas de gens que j'ai rencontrés au milieu de ça et où je me suis dit, tiens, toi, je te garde. Et du coup, je sais m'entourer. C'est des gens qui étaient là et qui m'ont montré un soutien infaillible et qui m'ont pas lâché, en fait, qui m'ont pas laissé me relâcher 2 secondes. Et c'était chiant, il y avait des jours où c'était chiant, j'avais envie de gueuler, je me souviens le nombre de fois où je t'ai appelé au téléphone et où j'ai insulté la terre entière, où je t'ai insulté, où j'ai insulté toute ta famille et ses générations, et où t'étais là et tu me disais « Ok. » Et en fait, c'est rare, donc oui, j'ai su m'entourer, mais si t'avais pas été dans ma vie avant, je t'aurais pas croisé sur mon chemin peut-être. Mais pourquoi j'étais dans ta vie avant ? Désolé, c'est en fait juste pour les gens, on est en train d'enregistrer une conversation un peu peut-être qu'on pourrait avoir tous les deux, mais je pense qu'en fait c'est hyper intéressant ce que pourquoi j'étais dans ta vie avant, tu penses ? Parce que j'ai su m'entourer ? Non, je sais pas. Parce qu'en fait t'étais douée, que j'avais envie de bosser avec toi. Ouais, mais moi aussi. Mais je veux dire, on peut très bien s'apprécier. Il y a plein de gens avec qui j'ai des affinités humaines, des affinités professionnelles, et pourtant c'est des gens qui m'ont tourné le dos à un moment, ou qui m'ont ignoré, j'avais la sensation pendant cette période-là d'avoir un peu la lèpre, tu sais, ou la gale. Non, la gale, ça marche mieux. J'avais l'impression d'avoir la gale pendant cette période-là, parce que tu sais pas trop comment ça se donne, la gale, et t'as pas envie de frôler l'autre, et en même temps t'as pas envie de lui dire que t'es désolé qu'il ait la gale, parce que tu sais pas si c'est mortel ou pas comme maladie, t'es là... t'as la gale ? Ah ok, c'est cool. Et c'était ça en fait. Et mon entourage professionnel et un petit bout de mon personnel était vraiment juste
des gens qui pensaient que j'avais la gale. J'ai eu la chance d'avoir des gens très forts autour de moi et qui m'ont tenu très fort par les avant-bras, comme au trapèze. Et tu te souviens, j'avais relu un poème de Kipling qui s'appelle « Tu seras un homme, mon fils ». Vas-y, fais-le, s'il te plaît. Ok, je te le lis. Juste après mon histoire, je redécouvre « Tu seras un homme, mon fils » parce que pour m'entraîner à retenir des trucs, j'apprenais par cœur des textes de manière random. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être ni moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Et ça, les 3 premiers, je me suis dit, mais dans ce cas-là, je serai un homme. Enfin, en fait, je suis un homme, quoi. Enfin, je suis un homme avec un grand H. Parce qu'en anglais, ils ne parlent pas de testicules, a priori. Et je me suis dit que si je réussissais à faire tout ça, même si parfois je le perds un peu de vue, parfois ça se floute, j'ai toujours ça dans un coin de moi de me dire, je peux voir l'ouvrage de ma vie détruit et rebâtir juste derrière en n'ayant pas peur. Je peux voir des gens trafiquer mes propos pour faire jaser les jazzman. Je peux voir tout ça et pas me démonter, pas récupérer la haine des autres et continuer sur ma lancée. J'ai tout gagné. Et tu te souviens quand je te l'ai lu? Oh là là. C'était fou. J'ai pleuré. Bah ouais. Tu m'étonnes. C'est un super texte. Il t'est arrivé un truc il n'y a pas très longtemps, c'est que t'es allé, tu m'en as parlé, alors je sais pas si c'est privé, tu veux pas en parler, t'es allé à une soirée de Simon Puech. Ah oui. Où Qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée? En fait, j'ai écrit à Simon Puech parce que déjà il avait fait la vidéo « Je te viole » et que ça m'avait vachement touchée d'avoir été citée dedans comme quelqu'un qu'on a insulté et à qui on s'est amusé à écrire pas dans la rue pour finalement se rendre compte que l'ampleur du harcèlement était relativement internationale, mondiale et formidable. Et j'ai trouvé ça vachement touchant de me dire qu'un type comme lui, qui était clairement pas dans ma ligne édito, avait quand même pris en compte ce que j'avais dit. Du coup, je lui ai écrit sur Instagram et il m'a dit « ça tombe bien, je suis à Paris, je fête mes 100 000 abonnés, donc viens ». Et c'était dans un bar où il y avait pas mal de ses abonnés, à lui, qui étaient invités. Je connaissais personne, je connaissais 2-3 personnes de YouTube, mais j'avais pas d'amis, on va dire, là-bas. Et j'arrive et je vois plein de gens qui sont ses abonnés qui me parlent de cette vidéo-là. Et c'était la première fois de toute ma vie que j'étais en face de gens qui voulaient discuter de cette vidéo parce qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas compris. Mais dans une ambiance de discussion. C'est-à-dire que le vrai but, c'était de dire « Ouais, mais quand tu dis ça, moi je suis pas d'accord forcément ». Ils avaient la place de s'exprimer, j'avais la place de répondre. Ils avaient l'esprit pour potentiellement être convaincus par ce que je disais. On n'était pas sur du moi je pense ça, nickel, va te faire foutre ». C'était hyper agréable de pouvoir discuter, vraiment avec des vrais humains qui me disaient de manière pas agressive moi je suis pas totalement d'accord. Et j'étais dans un environnement clairement pas familier, et pourtant j'avais pas peur. J'étais pas en train de me dire genre
Qu'est-ce qui va m'arriver? Je pense que c'est un truc qu'il faut dire aux gens, c'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les propos de Marion. Vous avez le droit d'aller la voir si vous la croisez dans la rue, et plutôt que de l'insulter, de venir lui dire « En fait, je suis pas d'accord avec toi, et que en fait, tu es une personne humaine, t'es pas un DVD, tu peux répondre, tu es capable de faire preuve d'empathie, d'écouter, de dire des trucs, tu n'hurles pas, tu n'as jamais mangé qui que ce soit, non. Tu ne coupes pas des bites, tu ne manges pas des couilles, non, tu n'es pas misandre, non. Tu es juste une meuf du 21e siècle qui découvre qui elle est et à quel point elle s'est fait bolosser toute sa vie et qui en fait a décidé de juste dire des trucs sans agressivité, sans colère, un petit peu de colère, pas trop, juste ce qu'il faut pour... Ouais, ce qu'il faut pour que ça me donne envie aussi de me battre. Je pense que si j'étais pas du tout en colère, je me battrais pas trop. Tu sais, c'est comme quand, le mec il s'est trompé de prix sur tes oignons. Ouais, t'as payé 35 centimes de plus, t'es pas très en colère, tu vas pas aller lui demander. Donc moi j'ai la sensation que cette colère aussi, elle m'a aidée à avoir envie de le dire haut et fort. Donc je pense pas qu'être en colère ce soit agréable et ce soit bien, et je pense être passée à un stade au-dessus. Mais c'est un peu important parfois la colère aussi, parce que ça m'a donné la conviction de me dire ok, il y a des choses à faire vraiment, et je le ferai. Marion, gros bisous. Bisous. Allez vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne. À sa chaîne, parce qu'elle démarre, la petite youtubeuse, elle a juste à peine 130 000 abonnés. Oui, dès là. Au début de ma carrière, je me dis... La meuf, c'est sans doute la seule meuf qui a 0 vidéo sur sa chaîne. Et 130 000 abos. Et presque 130 000 abonnés. Exact. Donc normalement, ça devrait grandir. Finger crossed. Gros bisous Marion. Bisous. Et puis belle vie. Et puis on se fait une update. On se fait une update quand je sors mon premier long. Peut-être même avant. Oui, pourquoi pas. Waouh, j'ai kiffé cette vidéo. Et tu es en train de te dire à l'instant même, et tu as raison. Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air.